Il a signé les papiers et a incliné son stylo comme s'il venait de gagner un billet de loterie, se moquant de moi juste devant le juge. Mais ensuite, le greffier a placé une enveloppe noire scellée sur le bureau. Quand le juge l'a ouverte, sa voix a fléchi alors qu'elle fixait un nombre qui n'appartenait pas à la réalité. Il pensait que ce divorce était sa victoire. Il n'avait aucune idée qu'il était sur le point de devenir la risée. Je m'appelle Chloé Harris, et depuis 3 ans, je suis invisible dans ma propre maison. La pluie martelait la fenêtre à simple vitrage de notre appartement du 3e étage sans ascenseur dans le sud de Baltimore, un rythme gris et implacable qui correspondait à la peinture écaillée sur le rebord. Il était 7h30 du matin un mardi, le genre de matinée qui semblait humide même à l'intérieur. Le radiateur sifflait et cliquetait dans le coin, menant une bataille perdue d'avance contre le froid de novembre, mais Caleb ne semblait pas sentir le froid. Il se tenait devant le micro-ondes, utilisant le verre sombre et réfléchissant comme un miroir pour ajuster sa cravate. C'était une cravate en soie, d'une teinte cramoisie profonde qu'il avait achetée 2 semaines auparavant, affirmant que c'était un investissement pour son image. Il a lissé le nœud, a relevé le menton et a vérifié ses dents. Il ressemblait à un homme se préparant pour une séance photo, complètement déplacé dans une cuisine où le linoléum gondolait sur les bords et où l'air sentait toujours légèrement le café rassis et le vieux plaque-au-plâtre. Il ne m'a pas regardé. Il avait cessé de vraiment me regarder il y a des mois. Pour lui, je faisais simplement partie des meubles, une autre chose usée dans cet appartement qu'il était désespéré de laisser derrière lui. « J'ai besoin que ce soit fait aujourd'hui, Chloé », a-t-il dit, sa voix plate. Il s'est détourné du micro-ondes et a pris la grosse enveloppe Kraft posée sur le comptoir en stratifie. Il l'a jetée sur la petite table de la salle à manger où j'étais assise, réchauffant mes mains sur une tasse de thé tiède. L'enveloppe a glissé sur la surface et s'est arrêtée à quelques centimètres de ma main. « Signe », a-t-il dit, un sourire narquois touchant le coin de sa bouche. « Tu m'as assez exploité. » J'ai regardé l'enveloppe. Je n'avais pas besoin de l'ouvrir pour savoir ce que disait le jargon juridique à l'intérieur. Nous tournions autour de ça depuis des semaines, depuis qu'il avait remporté cette affaire de règlement énergétique qui avait mis son nom sur la liste des candidats au statut d'associé au cabinet. Le succès ne l'avait pas rendu généreux. Il l'avait rendu cruel. Cela lui avait donné la confiance nécessaire pour se débarrasser des choses qu'il pensait être un poids pour lui. J'ai posé ma tasse. Ma main était ferme. Je l'ai regardé, observant la coupe nette de son costume, la façon dont il se tenait avec une nouvelle posture artificielle. Il était beau d'une manière conventionnelle, le genre de visage qui était sûr qu'on lui pardonnerait ses défauts. Mais j'ai vu la tension dans sa mâchoire. J'ai vu l'insécurité qu'il essayait d'enfouir sous une eau de Cologne coûteuse et une ambition agressive. « As-tu un stylo ?» ai-je demandé doucement. Il a soufflé, un son d'agacement exagéré, et a tapoté ses poches. Il a sorti un élégant stylo plume en argent, un autre achat récent, et l'a laissé tomber sur les papiers. « Fais vite. J'ai une réunion de stratégie à 9h, et je n'ai pas le temps de gérer tes émotions. » J'ai enlevé le capuchon du stylo. La plume était en or, pointue et précise. J'ai ouvert le document à la dernière page, sautant les paragraphes détaillant les biens que nous n'avions pas et les dettes qu'il prétendait être mutuelles. J'ai trouvé la ligne marquée pour ma signature. Je n'ai pas pleuré. Je ne lui ai pas demandé pourquoi. Je ne lui ai pas rappelé les nuits où j'étais resté éveillé pour l'aider à organiser ses dossiers quand il était un collaborateur débordé, ou les mois où j'avais couvert le loyer avec mon maigre salaire d'assistante administrative pour qu'il puisse payer ses frais d'adhésion au barreau. Rien de tout cela n'avait d'importance pour l'homme qui se tenait devant moi. J'ai pressé le stylo sur le papier. Chloé Harris. L'encre coulait doucement, sombre et permanente. Caleb m'observait, et je pouvais sentir sa déception. Il voulait une scène. Il voulait que je le supplie, que je jette des objets, que je lui donne une raison de me traiter de folle. Il avait besoin d'être la victime d'une épouse collante et irrationnelle pour que son récit soit complet. Mon silence lui a volé cette satisfaction. Il a sorti son téléphone de sa poche pendant que je signais le duplicata. L'écran s'est allumé, se reflétant sur son visage. Son expression s'est adoucie instantanément, passant du mépris à une sorte de charme mielleux. Je savais qui était à l'autre bout de ce message. Madison Price. Elle avait 24 ans, une assistante juridique dans son cabinet avec des yeux brillants et un désir ardent d'être proche du pouvoir, même de son illusion. « Oui, je pars maintenant », a-t-il dit, non pas à moi, mais en dictant une note vocale tout en tapotant l'écran. Je finis juste de régler les derniers bagages.
Je te vois au bureau. Porte ce truc bleu que j'aime bien. Il a appuyé sur envoyer et m'a regardé de nouveau, faisant glisser les papiers signés dessous ma main avant même que l'encre ne soit complètement sèche. Il a vérifié la signature, satisfait. Enfin, a-t-il marmonné. Il a fourré les papiers dans sa mallette en cuir, le fermoir se refermant avec un son semblable à celui d'un marteau de pistolet. Tu sais, c'est pour le mieux, Chloé. Tu n'allais jamais t'intégrer là où je vais. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend la pression de mon monde, quelqu'un qui peut suivre. Il s'est dirigé vers la porte, attrapant son trench coat sur le crochet. Il a fait une pause, la main sur la poignée, me regardant une dernière fois. Il voulait remuer le couteau dans la plaie. Il avait besoin de sentir qu'il avait gagné quelque chose de plus qu'une simple séparation légale. Une fois que le tribunal aura finalisé ça, tu seras seul, a-t-il dit, sa voix forte, projetant comme s'il était déjà dans une salle d'audience en train de prononcer sa plaidoirie finale. Pas de pension alimentaire, pas de soutien. Tu te débrouilles pour ton propre loyer. Ne viens pas pleurer chez moi quand la réalité te frappera. Ne suis pas ma vie, Chloé. Tu es dans le rétroviseur maintenant. Je suis restée assise, parfaitement immobile, mes mains jointes sur la table. Au revoir, Caleb, ai-je dit. Il a ricané, déçu par mon manque de venin, et a ouvert la porte. Le vent humide a tourbillonné dans l'appartement, apportant le bruit de la circulation matinale. Il est sorti et a claqué la porte derrière lui. La vibration a fait trembler le cadre de l'impression d'art bon marché accroché au mur. J'ai écouté ses pas s'éloigner dans le couloir, lourd et rapide, puis le bruit de la porte principale de l'immeuble s'ouvrant et se fermant. Le silence est revenu dans la pièce, plus sûr que le bourdonnement du réfrigérateur sous la pluie. J'ai expiré un souffle que je ne réalisais pas que je retenais. Lentement, j'ai levé ma main gauche et touché mon poignet droit. Pendant des années, j'avais porté un simple bracelet en argent terni. Il était bon marché, quelconque, quelque chose qu'une femme nommée Chloé Harris porterait. Je l'avais enlevé 10 minutes avant que Caleb n'entre dans la cuisine. Ma peau semblait nue là où le métal se trouvait. Elle semblait légère. C'était comme si une chaîne avait été enlevée. J'ai frotté l'endroit avec mon pouce, une sensation fantôme de poids se levant de moi. Je n'étais pas en train de verrouiller quelque chose. J'étais en train de déverrouiller qui j'étais vraiment. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre de la cuisine. J'ai regardé Caleb apparaître sur le trottoir mouillé en bas. Il a ouvert un grand parapluie noir et a marché vers sa berline en location, enjambant une flaque d'eau sans baisser les yeux. Il pensait qu'il marchait vers la liberté. Il pensait qu'il marchait vers un avenir où il était la star. Je me suis détourné de la fenêtre et je me suis dirigé vers le petit bureau dans le coin du salon, celui que Caleb appelait ma station de loisirs. Il pensait que je l'utilisais pour faire du scrapbooking ou payer les factures de services publics. J'ai ouvert le tiroir du bas. Caché sous une pile de vieux magazines de tricot se trouvait un mince carnet noir. Il était banal de l'extérieur, du genre que l'on peut acheter dans n'importe quelle pharmacie pour 2 $. Je l'ai placé sur la table où se trouvait juste avant les papiers du divorce. Je l'ai ouvert. Il n'y avait pas de page de journal intime sur un cœur brisé. Il n'y avait pas de page tachée de larmes se demandant où notre amour était passé. Au lieu de cela, les pages étaient remplies de colonnes de données écrites de ma main précise et microscopique. 14 octobre, 19h45. Dîner au Bernardin avec Madison Price. Facturé sur le compte client, code de dépense générique 402. Montant, 312 $. 2 novembre. Transfert de fonds de l'épargne commune vers une société à responsabilité limitée non déclarée, CP Venture. Montant, 4500 $. 10 novembre. Correspondance par courriel concernant la divulgation non autorisée de la liste des témoins du grand jury. Transféré sur un serveur personnel. J'ai tourné la page. Collées soigneusement sur le papier se trouvaient des copies de reçus qu'il pensait avoir jetés, des photographies de messages textes prises pendant qu'il dormait, et une chronologie de chaque violation éthique qu'il avait commise au cours des 18 derniers mois. Caleb pensait que j'étais une femme simple qui n'était pas douée avec les chiffres. Il pensait que j'étais Chloé Harris, l'épouse silencieuse qui avait besoin de lui pour survivre. Il n'avait aucune idée qu'il venait de tendre une arme chargée à la fille d'Elias H. Halstead. J'ai ramassé le stylo qu'il avait laissé derrière lui. Il était si pressé de partir qu'il avait oublié son nouveau jouet en argent. Je suis passé à une nouvelle page. J'ai écrit la date, 16 novembre. Papier du divorce signé.
J'ai fermé le carnet. Le jeu ne s'était pas terminé avec sa signature. Il venait de commencer. Le monde agit en supposant que le pouvoir crie. Il croit que la vraie richesse est une tour dorée avec un nom écrit en lettres de 6 mètres de haut, un PDG de la technologie qui divague sur les réseaux sociaux. J'ai été élevé pour comprendre que ces gens sont simplement les plus bruyants. Le vrai pouvoir est le silence. Le vrai pouvoir est la plaque tectonique qui se déplace sous l'océan, invisible jusqu'au moment où elle engloutit le littoral. Mon permis de conduire indique Chloé Harris. Ma carte de sécurité sociale, mes comptes bancaires et le bail de cet appartement portent tout ce nom. Ce n'est pas un faux nom, exactement. C'est un nom choisi. C'est un masque que j'ai conçu pour marcher parmi les vivants sans être consumé par eux. Mon certificat de naissance indique Chloé H. Halstead. Si vous cherchez le nom H. Halstead sur Internet, vous ne trouverez pas de scandale ou de classement de milliardaires. Vous pourriez trouver quelques nécrologies du 19e siècle ou une petite ville au Kansas. Vous ne trouverez pas mon père, Elias H. Vous ne le trouverez pas parce qu'il a passé 40 ans à effacer ses traces avant même de faire les pas. Mon père ne possède pas de marque grand public. Il ne vend pas de téléphone, de voiture ou de sac à main de créateur. Elias Halstead possède les choses qui rendent ces autres choses possibles. Il possède les compagnies d'assurance maritime qui souscrivent 60% du fret mondial. Il détient la participation majoritaire dans les chaînes logistiques qui déplacent le grain à travers l'Atlantique. Il possède les droits miniers sur de vastes étendues de terre dans des endroits que la plupart des Américains ne pourraient pas trouver sur une carte, des endroits où les métaux stratégiques pour chaque batterie et micropuce sont extraits de la terre. Sa richesse n'est pas de l'argent liquide dans un coffre-fort. C'est le sang dans les veines de l'économie mondiale. C'est un nombre si grand que Forbes ne le liste pas parce que leurs chercheurs ne savent pas où chercher. J'ai appris la nécessité des ombres quand j'avais 7 ans. Il y a eu un après-midi spécifique impliquant une camionnette noire, un service de sécurité qui avait été compromis, et 3 jours où mon père n'a pas dormi jusqu'à ce que la menace soit neutralisée. C'était un complot d'enlèvement, sophistiqué et terrifiant. Après cela, le décret était absolu. Nous sommes devenus des fantômes. On m'a appris que l'argent est un outil, comme un marteau ou un scalpel, mais ce n'est jamais une identité. Mon père m'a dit une fois que si vous devez dire à quelqu'un que vous êtes riche, vous avez déjà perdu votre avantage. Mais la leçon la plus importante que Elias H. Halstead m'a enseignée concernait la condition humaine. Il a dit qu'on ne connaît jamais vraiment une personne quand on est sur un piédestal. Les gens vous regardent avec une adoration calculée. Ils sourient parce qu'ils veulent quelque chose. Pour voir la vérité d'une âme humaine, il faut se tenir en dessous d'eux. Il faut les laisser croire que vous n'avez aucune importance. Ce n'est que lorsqu'une personne pense que vous ne valez rien qu'elle vous montrera qui elle est vraiment. C'est pourquoi je suis venu à Baltimore. C'est pourquoi je suis devenu Chloé Harris. Je voulais une vie qui m'appartienne, pas à mon héritage. Je voulais savoir si je pouvais survivre avec un salaire qui nécessitait de budgétiser les courses. Je voulais savoir ce que ça faisait d'être choisi pour moi-même, pas pour l'empire attaché à mon ADN. J'ai pris un poste d'assistante administrative chez Bramwell et Kersey LLP. C'était un cabinet d'avocats de taille moyenne, respectable mais avide, rempli de collaborateurs qui sentaient le désespoir et le café bon marché. Mon travail consistait à classer des requêtes, à organiser des calendriers et à écouter les avocats se plaindre de leurs heures facturables. J'étais invisible. J'étais le mobilier. Et c'est là, dans le bourdonnement fluorescent de la salle des photocopies, que j'ai rencontré Caleb. Il était différent à l'époque. Ou peut-être que je voulais juste qu'il le soit. Caleb avait 27 ans, noyé sous 150 000 $ de dettes étudiantes, et terrifié à l'idée d'échouer. Il n'avait pas les costumes sur mesure ni les cravates cramoisies à l'époque. Il portait des chemises de prêt-à-porter qui étaient légèrement trop grandes aux épaules. Il restait tard tous les soirs, non pas parce qu'il était important, mais parce qu'il était lent, méticuleux et avait peur de faire une erreur. Je me souviens l'avoir trouvé dans la salle de pause un mardi soir à 11 h. Il regardait un distributeur automatique, l'air abattu parce que sa carte de crédit avait été refusée pour un paquet de bretzels. Je les lui ai achetés. $1,50. Il m'a regardé avec des yeux si francs, si reconnaissants que c'était comme un contact physique. Nous nous sommes assis sur les chaises en plastique et avons parlé pendant 1 heure. Il m'a parlé de sa peur de l'échec. Il m'a dit qu'il voulait être un grand avocat, non pas pour l'argent, mais parce qu'il voulait gagner pour les gens qui ne pouvaient pas se battre pour eux-mêmes. Il semblait si sincère.
Il semblait être un homme qui comprenait la lutte. Je suis tombée amoureuse de cette version de lui. Je suis tombée amoureuse du Caleb qui avait besoin de moi, du Caleb qui voyait de la gentillesse dans un paquet de bretzels à 1,50 $. Je l'ai épousé 18 mois plus tard. J'ai signé le contrat de mariage qu'il avait insisté pour avoir, un document standard pour protéger ses futurs revenus, sans sourciller. J'ai gardé mon secret. Je ne lui ai pas parlé du Trust Halstead. Je ne lui ai pas dit que la montre bon marché que je portais était une pièce vintage valant plus que la maison de ses parents, délibérément éraflée pour paraître vieille. Je voulais être sa partenaire, pas sa financière. Je voulais construire une vie au rez-de-chaussée. Je pensais que mon anonymat était un cadeau que je nous faisais. Je pensais que c'était une base de confiance. J'avais tort. Alors que Caleb commençait à réussir, la normalité même que j'avais cultivée est devenue sa justification pour le ressentiment. Quand il a remporté sa première affaire majeure, il n'est pas rentré à la maison pour célébrer avec moi. Il est sorti avec les associés. Quand il a commencé à gagner de l'argent réel, il a cessé de me voir comme une partenaire et a commencé à me voir comme une ancre. Il a commencé à considérer mon travail administratif non pas comme un travail honnête, mais comme un manque d'ambition. Il a vu mon sens de l'économie non pas comme de la prudence, mais comme une étroitesse d'esprit qu'il avait dépassée. Il a confondu mon silence avec de la stupidité. Il a confondu ma simplicité avec de la pauvreté. Ce fut une révélation lente et angoissante. L'homme qui me remerciait autrefois pour un paquet de bretzels a commencé à critiquer la façon dont je m'habillais pour les dîners de son cabinet. Il a commencé à vérifier les reçus de course, exigeant de savoir pourquoi j'avais dépensé 5 $ pour du pain. Il a commencé à cacher son téléphone. Il a commencé à utiliser un ton de voix qu'il réservait aux serveurs et aux télévendeurs, un ton de supériorité polie et méprisante. J'ai vu cela se produire. Je l'ai vu se dépouiller de son humilité comme un serpent fait sa mue. Il n'a pas seulement cessé de m'aimer. Il a commencé à avoir honte de moi. Il avait besoin d'une femme qui reflétait son nouveau statut, quelqu'un de brillant et de bruyant comme Madison Price. Il avait besoin d'un accessoire, pas d'une épouse. Et pendant tout ce temps, je n'ai jamais brisé mon personnage. Je n'ai jamais crié « Sais-tu qui je suis ?» Je ne lui ai jamais jeté un relevé bancaire au visage pour le faire taire. Je me suis accroché à la leçon que mon père m'avait enseignée. Je l'ai laissé croire que je n'étais rien. Je l'ai laissé croire que j'étais faible. Je l'ai laissé me traiter comme un objet jetable parce que j'avais besoin d'être absolument certaine. J'avais besoin de savoir qu'il ne restait rien de l'homme que j'avais rencontré dans la salle de pause. Aujourd'hui, quand il a fait glisser ses papiers de divorce sur la table, il l'a confirmé. Le test était terminé. Caleb avait échoué de la manière la plus spectaculaire possible. Il pensait se débarrasser d'un poids mort. Il n'avait aucune idée qu'il coupait sa connexion avec la seule personne qui aurait pu lui donner le monde qu'il désirait si désespérément. Il voulait la grande vie. Il voulait le pouvoir. Il voulait être intouchable. Il aurait pu tout avoir s'il avait simplement été un homme décent. Maintenant, il n'aurait rien de tout cela. Je me tenais au centre de l'appartement silencieux. Le fantôme de son eau de Cologne flottait encore dans l'air, un parfum appelé au succès ou quelque chose d'aussi banal. J'ai pris mon téléphone, non pas le modèle bon marché que j'utilisais avec lui, mais l'appareil sécurisé et crypté que je gardais dans le double fond de ma boîte à couture. J'ai composé un numéro que je n'avais pas appelé depuis 3 ans. Il a sonné une fois. Mademoiselle Halstead, a répondu une voix. Elle était profonde, calme, et sonnait comme du vieil acajou. C'était Arthur Peneligon, le directeur du trust de la famille Halstead et le seul homme en qui mon père avait une confiance totale. C'est fait, Arthur, ai-je dit. Ma voix ne tremblait pas, les papiers sont signés. Je vois, a répondu Arthur. Il n'y avait aucune pitié dans son ton, seulement de l'efficacité. Nous avons surveillé la situation comme vous l'avez demandé. Le dossier sur Monsieur Caleb Vance est complet. Êtes-vous prête à passer à la phase suivante? Oui, ai-je dit. Lancez le protocole. Et Arthur? Oui, mademoiselle Halstead. Assurez-vous que les documents d'homologation sont livrés au tribunal exactement au moment où le juge appelle le numéro de dossier. Je veux que le timing soit impeccable. Considérez que c'est fait. Bienvenue à nouveau, Chloé. J'ai raccroché. J'ai regardé l'appartement une dernière fois. C'était une cage que je m'étais construite, mais la porte était ouverte maintenant.
J'en avais fini d'être Chloé Harris, l'assistante administrative. Il était temps de rappeler au monde, et à Caleb Vance, ce qui se passe quand on réveille un géant endormi. Le succès est une drogue, et Caleb Vance n'avait absolument aucune tolérance pour cela. Le changement ne s'est pas produit d'un seul coup. C'était une corrosion progressive, comme la rouille qui ronge le châssis d'une voiture. Cela a commencé quand il a remporté le règlement Whitman, une affaire de dommages corporels qui a rapporté des honoraires de résultats à 6 chiffres pour le cabinet. Soudain, l'homme qui vérifiait le prix des œufs faisait des recherches sur des tailleurs sur mesure en Italie et lisait des magazines sur l'investissement dans les cigares. Il a commencé à organiser sa vie, et la première chose qu'il a réalisée, c'est que je ne correspondais pas à l'esthétique. Je me souviens de la fête de fin d'année de l'entreprise au Four Seasons en décembre. Je portais une simple robe bleu marine, quelque chose d'élégant mais de discret, acheté en prêt-à-porter dans un grand magasin. Caleb portait un smoking qui coûtait plus cher que ma première voiture. Tout au long de la soirée, il m'a présenté aux associés principaux avec un sourire crispé et apologétique. « Voici Chloé », disait-il, sa main reposant lourdement et possessivement sur mon épaule, me dirigeant légèrement à l'écart de la conversation. Elle s'occupe du foyer. Pas très porté sur le jargon juridique, n'est-ce pas, chérie ? Il riait, un son aigu et étudié, et pivotait son corps pour me couper du cercle. Je suis resté là, tenant un verre d'eau pétillante, à le regarder jouer son rôle. Il était électrique, je dois le lui accorder. Il avait appris à imiter la cadence des riches, adoptant leur posture et leur confiance facile. Mais pour moi, il ressemblait à un enfant portant les chaussures de son père. Puis Madison Price est apparue. Elle avait 24 ans, fraîchement sortie d'un programme d'assistante juridique, et affamée d'une manière qui me terrifiait. Elle avait des cheveux blonds toujours parfaitement bruchés et un rire qui semblait calibré pour flatter l'ego masculin. Elle n'entrait pas seulement dans une pièce. Elle s'annonçait. Caleb, a-t-elle gazouillé, se glissant à ses côtés avec une familiarité qui faisait vibrer l'air entre eux. Elle m'a complètement ignoré, ses yeux fixés sur son revers. Cette pochette est géniale. C'est le mélange de soie dont on a parlé ? Caleb rayonnait. Il a même bombé le torse. Tu as l'œil, Madison. Chloé ici pensait que c'était un peu trop, n'est-ce pas ? Il m'a jeté un regard, ses yeux froids. Elle préfère les choses plus simples. Oh, eh bien, a dit Madison, me regardant enfin avec un sourire apitoyé qui ressemblait à une gifle. Certaines personnes sont simplement à l'aise en arrière-plan. Il faut un certain type de personne pour apprécier les détails plus fins du jeu. Telle était la dynamique. J'étais l'encre. Elle était le vent. Madison faisait sentir à Caleb qu'il était un roi. Je lui faisais sentir qu'il était un imposteur parce que je savais qui il était quand le smoking était enlevé. L'abus est passé du social au financier avec une vitesse terrifiante. Je reprends la gestion des comptes du ménage, a-t-il annoncé un soir de janvier, fermant son ordinateur portable d'un coup sec. Tu n'es pas doué avec les chiffres, Chloé. J'ai vu la facture de service public. Tu l'as payée 2 jours en avance. Sais-tu combien d'intérêts nous perdons en déplaçant les liquidités trop tôt ? C'est inefficace. C'était absurde. Nous parlions de quelques centimes, mais il avait besoin de contrôle. Il avait besoin d'être le directeur financier de notre mariage. Si ça te fait plaisir, Caleb, ai-je dit, gardant ma voix neutre. Ce n'est pas une question de plaisir. C'est une question de stratégie, a-t-il corrigé avec condescendance. Je dois optimiser notre flux de trésorerie. Toi, contente-toi des courses et essaie de respecter le budget. Je nous mets à une allocation stricte. L'ironie était suffocante. Moi, qui avais été formé par les meilleurs experts comptables judiciaires du monde pour suivre des actifs sur 3 continents, j'étais mise à une allocation par un homme qui venait de louer une Porsche qu'il pouvait à peine se permettre d'assurer. Mais je l'ai laissé faire. J'ai remis les mots de passe. Je l'ai laissé critiquer mon achat de lessive de marque générique. Et pendant qu'il jouait au grand homme, j'ai commencé à observer. Il pensait que parce qu'il avait changé les mots de passe, j'étais exclu. Il ne savait pas que j'avais installé un enregistreur de frappe sur notre ordinateur de bureau partagé 6 mois auparavant, déguisé en mise à jour de pilote pour l'imprimante. Chaque nuit, pendant qu'il dormait, je passais en revue les journaux. J'ai vu les courriels à Madison. Ils ont commencé comme des plaisanteries de travail, des échéances, des dates d'audience, mais ont rapidement dégénéré en confessions nocturnes. Elle ne me comprend pas comme toi,
a-t-il écrit à 2 heures du matin. J'ai l'impression d'étouffer dans la médiocrité quand je suis à la maison. J'ai vu les notes de restaurant, $300 pour des sushis un mardi alors qu'il m'avait dit qu'il travaillait tard sur une déposition. Un week-end dans un spa en Virginie, répertorié comme un séminaire de développement client. Mais le vrai coup de poignard est venu en février. Je vérifiais nos documents fiscaux lorsque j'ai trouvé une anomalie dans son rapport de crédit. Il y avait une demande de renseignement d'une banque que je ne reconnaissais pas. J'ai creusé plus profondément, en utilisant un accès dérobé au registre des entreprises de l'État, une astuce qu'Arthur m'avait apprise quand j'avais 19 ans. Je l'ai trouvé, Vance Strategic Holdings LLC. C'était une société écran constituée il y a 4 mois. Et quand j'ai extrait les statuts de la société, mon sang s'est glacé. Il s'était désigné comme gérant. Mais pour le garant, la personne dont le crédit a été utilisé pour garantir la ligne de crédit initiale de $50 000, il avait utilisé un nom spécifique, Chloé Harris. Il avait falsifié ma signature. Il avait utilisé mon numéro de sécurité sociale. Il avait épuisé ses propres cartes de crédit en achetant des costumes et des dîners pour Madison, alors il avait volé mon identité pour financer sa liaison et son ego. Il me refilait ses dettes, préparant un scénario de bouc émissaire. Si l'entreprise échouait ou s'il se faisait prendre, la dette serait à mon nom. Je suis resté assise dans le salon sombre, la lueur de l'écran de l'ordinateur portable illuminant le mensonge. La plupart des femmes auraient crié. Elles l'auraient réveillé, lui auraient jeté l'ordinateur à la tête et auraient exigé le divorce sur le champ. Je ne l'ai pas fait. J'ai senti un calme étrange et glacial s'installer en moi. Ce n'était plus un mariage. C'était une transaction qui avait mal tourné. Et en affaires, quand un partenaire tente de vous frauder, on ne devient pas émotif. On le liquide. J'ai sauvegardé les documents sur un disque cloud crypté. J'ai pris des captures d'écran des signatures numériques. J'ai retracé le flux d'argent de la ligne de crédit vers son compte PayPal personnel et de la vers des bijouteries et des hôtels. J'ai constitué le dossier. Je suis devenu une machine. Le lendemain matin, j'ai versé son café exactement comme il l'aimait. Voilà, ai-je dit, en posant la tasse sur le comptoir. Il a à peine levé les yeux de son téléphone. As-tu récupéré mon pressing? Le costume bleu doit être prêt pour la réunion des associés demain. Je le récupérerai cet après-midi, ai-je dit doucement. Bien. Et Chloé? Il m'a regardé, ses yeux se plissant de dédain. Essaie de faire quelque chose avec tes cheveux. On pourrait rencontrer des gens. Je vais essayer, ai-je dit. Il est parti sans un baiser. J'ai passé l'après-midi à sécuriser ma propre sortie. J'ai déplacé mes fonds d'urgence personnels, la petite somme que je gardais de mon salaire d'assistante, sur un nouveau compte qu'il ne pouvait pas toucher. J'ai préparé un sac d'urgence et je l'ai caché dans le coffre de ma voiture. À 4 heures, mon téléphone a vibré. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas avec un indicatif de New York. J'ai répondu, m'éloignant de mon bureau au cabinet d'avocat où je faisais encore semblant de travailler. Bonjour, Madame Chloé Halstead, a dit une voix. Ce n'était pas Arthur cette fois. C'était une femme, à la voix nette et professionnelle. C'est la greffière du bureau des successions et testaments du Delaware. Je vous appelle pour confirmer la réception de l'affidavit final concernant la succession d'Elias Halstead. J'ai fermé les yeux, expirant un souffle que je retenais depuis des années. J'écoute, ai-je dit. L'ordonnance d'exécution est prête, a poursuivi la femme. La dernière directive de votre père a été traitée. L'intégralité du Trust Halstead, y compris les filiales maritimes et le portefeuille de droits miniers, est prête à être transférée sous votre contrôle exclusif dès la dissolution de votre statut matrimonial actuel. Les avocats ont le dossier d'homologation scellé et marqué urgent pour le tribunal. Merci, ai-je dit. Voulez-vous que nous l'envoyions à votre domicile? Non, ai-je dit, en regardant Madison Price passer devant mon bureau, ricanant de quelque chose sur son téléphone. Envoyez-le directement au juge. Tribunal de la famille du comté de Harbor, salle d'audience 4B, demain matin à 9 heures. Compris, mademoiselle Halstead. J'ai raccroché le téléphone. Caleb pensait qu'il se débarrassait d'un fardeau. Il pensait qu'il me dépouillait de ma dignité. Mais alors que je le regardais taper dans la main d'un collègue dans la salle de conférence aux parois de verre, riant d'une blague qui était probablement à mes dépens, je connaissais la vérité. Il ne divorçait pas d'une épouse. Il déclarait la guerre à un empire,
et il venait d'être à court de munitions. Les couloirs du tribunal de la famille du comté de Harbor sentaient la cire, le café rassis et le désespoir silencieux. C'était un endroit où les vies étaient disséquées et divisées en pourcentages, où l'amour allait mourir sous le bourdonnement fluorescent de l'éclairage gouvernemental. La plupart des gens parcouraient ces couloirs la tête basse, portant le poids de l'échec sur leurs épaules affaissées. Mais pas Caleb. Il est arrivé comme s'il assistait à une cérémonie d'inauguration d'un bâtiment portant son nom. J'étais assise sur un banc en bois dur près de l'entrée de la salle d'audience 4B, les mains jointes sur mes genoux. Je portais une robe gris anthracite que je possédais depuis 5 ans. Elle était modeste, légèrement délavée aux coutures, le genre de vêtement qui fait qu'une personne se fond dans le décor. Je ressemblais exactement à ce que Caleb disait que j'étais, une femme sans rien, sur le point de perdre le peu qu'elle avait. Caleb est sorti de l'ascenseur avec Gordon Slatt, son avocat hors de prix. Gordon était un homme qui facturait $600 de l'heure pour intimider les gens, portant un costume qui coûtait plus cher que ma voiture. Il riait. Caleb a dit quelque chose, faisant un geste large et expansif de la main, et Gordon a gloussé, secouant la tête. Il ressemblait à deux vieux amis se rendant à un terrain de golf, pas à un mari et son avocat arrivant pour mettre fin à un mariage. Et puis je l'ai vu. Madison Price marchait un pas derrière eux. Elle n'était pas censée être là. Habituellement, l'autre femme reste cachée jusqu'à ce que l'encre soit sèche. Mais Caleb était si confiant, si ivre de son propre récit de victoire, qu'il l'avait amenée. Elle portait un blazer de couleur crème et une jupe techniquement professionnelle mais coupée agressivement courte. Elle a balayé le couloir du regard, ses yeux se posant sur moi. Elle n'a pas détourné le regard. Au lieu de cela, elle a offert un petit sourire crispé, un sourire de vainqueur. Caleb m'a vu alors. Il n'a pas dit bonjour. Il a vérifié sa montre, une montre de plongée massive qu'il avait achetée à crédit le mois dernier, puis s'est penché pour murmurer à Gordon. Sa voix n'était pas aussi basse qu'il le pensait. Faisons ça vite, Gordon. Elle n'a rien à réclamer. Je veux juste que le jugement soit signé pour que je puisse retourner au bureau avant midi. Gordon m'a jeté un coup d'œil, ses yeux parcourant ma robe simple et mes chaussures éraflées. Il m'a immédiatement écarté. Ne t'inquiète pas, Caleb. Dissolution standard. Pas de bien, pas d'enfant. On sera sorti d'ici en 20 minutes. Ils sont passés devant moi pour entrer dans la salle d'audience. Madison s'est arrêtée en passant près de Caleb, sa main se tendant pour brosser un duvet invisible de son épaule. C'était un geste intime, de revendication. Elle marquait son territoire juste devant moi. Caleb s'est pavané sous son contact, se redressant un peu. Il m'a regardé, les yeux pleins de pitié mêlés de dédain. « Tu peux entrer maintenant, Chloé » a-t-il dit, avec un ton de parent déçu. Finissons en. Je me suis levé. Mes jambes étaient solides. J'arrive, Caleb. La salle d'audience était froide. La juge Marlo Carter était assise derrière le haut pupitre, l'air ennuyé. C'était une femme d'une 60aine d'années avec des lunettes pointues et l'attitude de quelqu'un qui avait entendu tous les mensonges qu'un être humain pouvait raconter. Elle avait une pile de dossiers devant elle et un greffier tapant rapidement à sa gauche. Nous avons pris nos places. Caleb et Gordon se sont assis à la table de droite. Je me suis assise seule à la table de gauche. Madison a pris place dans la galerie directement derrière Caleb, se penchant en avant pour que son parfum flotte vers lui. Affaire numéro 4920, a annoncé l'huissier. Vance contre Vance. Requête en dissolution de mariage. La juge Carter a ouvert le dossier devant elle. Elle a feuilleté les pages rapidement, ses yeux balayant le manque de complexité. Je vois que nous avons une requête conjointe, a dit la juge Carter, sa voix sèche. Pas d'enfants mineurs, pas de biens immobiliers, des biens communs minimes. La requérante renonce à la pension alimentaire. Le défendeur, c'est-à-dire vous, Monsieur Vance, renonce à toute réclamation sur les effets personnels de l'épouse. Est-ce correct? Gordon s'est levé, boutonnant sa veste. C'est exact, votre honneur. Mon client veut juste une rupture nette. Nous nous sommes mis d'accord sur un partage équitable du compte courant, qui contient moins de $2000. Nous sommes prêts à signer. Caleb était adossé à sa chaise, tapotant son stylo sur la table. Il avait l'air de s'ennuyer. Il ressemblait à un homme qui pensait déjà à l'endroit où il emmènerait Madison déjeuner pour célébrer. Madame Vance, le juge m'a regardé. Acceptez-vous ces termes?
Je me suis levé lentement. Oui, votre honneur. Cependant, il y a la question du contrat de mariage concernant les biens propres. Caleb a reniflé. C'était un son fort ailé dans la pièce silencieuse. Il s'est penché vers Gordon et a chuchoté, elle essaie de garder son matériel de tricot. Gordon a réprimé un sourire et s'est adressé au juge. Votre honneur, nous reconnaissons le contrat de mariage. Mon client n'a aucun intérêt pour les passe-temps personnels de Madame Vance ou les petits objets acquis avant le mariage. La juge Carter semblait prête à frapper avec son marteau. Très bien, s'il n'y a pas d'autres requêtes. À cet instant précis, les lourdes portes doubles au fond de la salle d'audience se sont ouvertes. Le son était discordant. Tout le monde s'est retourné. Un greffier du tribunal, essoufflé et rouge, s'est dépêché dans l'allée centrale. Il portait une épaisse enveloppe en cuir noir. Ce n'était pas un dossier Kraft standard. Elle était texturée, lourde et scellée à la cire rouge qui avait été estampillée d'un insigne. Une étiquette rouge vif était apposée sur le devant, homologation urgente, État du Delaware. Le greffier a contourné l'huissier et s'est dirigé directement vers le bureau du juge. Veuillez m'excuser pour l'interruption, votre honneur, a dit le greffier, sa voix tremblant légèrement. Ceci vient d'arriver par coursier de la cour de la chancellerie du Delaware. Il est marqué pour une inclusion immédiate dans le dossier Vance concernant la distribution des biens. Caleb a froncé les sourcils. Il s'est penché vers Gordon. Qu'est-ce que c'est? As-tu déposé quelque chose? Non, a chuchoté Gordon en retour, l'air confus. Je n'ai rien déposé. La juge Carter a pris l'enveloppe noire. Elle a regardé le sceau. Elle a regardé le cachet d'urgence. L'ennui a disparu de son visage, remplacé par une intensité vive et concentrée. Elle a pris un coupe-papier et a fendu le sceau. Le son du papier qui se déchire a semblé résonner dans le silence. Elle a sorti une pile de documents. Le papier était épais, de haute qualité. Elle a commencé à lire. Alors que ses yeux parcouraient la première page, son expression a changé. Ses sourcils se sont froncés. Elle s'est arrêtée, a cligné des yeux et a relu la ligne. Elle a levé les yeux du papier, son regard se posant sur moi. C'était un regard de choc pur et total. Puis elle a regardé Caleb. C'était un regard différent. C'était le regard que l'on porte à un homme qui se tient sur une trappe sans savoir que le levier a été tiré. Maître, a dit la juge Carter, sa voix avait changé. Elle était plus calme, plus sérieuse. Maître Slatt, êtes-vous au courant du contenu de ce dépôt? Gordon Slatt s'est levé, l'air mal à l'aise. Non, votre honneur. Aucune nouvelle pièce ne nous a été communiquée. Je m'oppose à l'introduction de preuves surprises à ce stade tardif. La juge Carter l'a ignoré. Elle a tourné une page. Ce n'est pas une preuve, maître Slatt. C'est une exécution testamentaire certifiée de la succession d'Elias H. Halstead. Elle concerne la dévolution immédiate de biens à votre épouse, l'unique bénéficiaire. Caleb a ri. Il a vraiment ri. Halstead? Qui est-ce? Son oncle lui laisse une voiture d'occasion? Monsieur Vance, taisez-vous, a sèchement ordonné le juge. Elle n'a pas levé les yeux des papiers. Maître Slatt, ce document décrit un transfert de propriété pour des participations importantes. Ces biens sont désignés comme des biens propres en vertu du contrat de mariage que vous venez de me demander d'appliquer. Importante, a demandé Gordon, sa confiance vacillant. Votre honneur, à quel point cela peut-il être important? L'épouse de mon client est une assistante administrative. La juge Carter a baissé les papiers. Elle a enlevé ses lunettes. Elle a regardé directement Gordon Slatt. Maître Slatt, je regarde un résumé d'évaluation pour une participation majoritaire dans H. Halstead Maritime, 3 consortiums miniers de lithium au Nevada, et un trust aveugle coté à la bourse internationale. La valeur estimée n'est pas quelque chose que je peux prononcer facilement sans compter les zéros. La pièce est devenue complètement silencieuse. On pouvait entendre le bourdonnement de la climatisation. Madison Price s'est figé dans la galerie. Sa main, qui avait reposé près de l'épaule de Caleb, s'est lentement retirée. Le visage de Caleb est devenu pâle. Le sourire narquois a disparu de ses lèvres comme s'il avait été physiquement giflé. Il s'est levé, faisant basculer sa chaise en arrière. C'est impossible, a-t-il balbutié. C'est. Elle ment. C'est un faux. Chloé, qu'est-ce que c'est?
Asseyez-vous, monsieur Vance, a aboyé le juge. Je m'oppose, a crié Gordon, essayant de reprendre le contrôle d'une pièce qui lui échappait. Votre honneur, nous demandons une suspension. Nous n'avons pas eu le temps d'examiner cela. C'est une embuscade. S'il y a des biens de cette ampleur, ils auraient dû être divulgués lors de la communication des pièces. La juge Carter a pris l'enveloppe noire. Elle l'a tenue comme une arme. Maître Slatt, a-t-elle dit, sa voix glaciale. Le tribunal n'est pas responsable de votre manquement à enquêter sur les antécédents de l'épouse de votre client. Vous avez insisté pour un jugement rapide. Vous avez insisté sur la validité du contrat de mariage. Vous m'avez dit il y a 10 minutes que vous n'aviez aucun intérêt pour ces biens propres. Mais les documents sont certifiés, a poursuivi le juge. Ils proviennent d'une juridiction supérieure, et ils sont explicites. Caleb s'est tourné pour me regarder. Pour la première fois de notre mariage, il me regardait vraiment. Il cherchait la femme timide et effacée qu'il pensait avoir dominée. Il cherchait l'épouse qui découpait des coupons et demandait la permission d'acheter des chaussures. Il ne l'a pas trouvée. Je suis resté assise parfaitement immobile, mes mains reposant légèrement sur la table. J'ai croisé son regard. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas froncé les sourcils. Je l'ai simplement regardé avec le calme absolu de quelqu'un qui l'avait vu creuser sa propre tombe pendant 3 ans. Il a vu la reconnaissance dans mes yeux. Il a vu l'intelligence que j'avais cachée derrière le silence. Et dans cette seconde terrifiante, Caleb a réalisé que le scénario qu'il avait lu était faux. Il n'était pas le héros de cette histoire. Il n'était pas le gagnant. Il était l'homme qui avait renoncé à un royaume parce qu'il était trop arrogant pour demander à sa femme qui elle était vraiment. « Chloé » a-t-il murmuré, sa voix se brisant. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé, attendant que le juge finisse de lire le nombre qui allait le ruiner. Le silence dans la salle d'audience n'était pas vide. Il était lourd, suffocant, le genre de silence qui précède une catastrophe naturelle. La juge Carter a ajusté ses lunettes, ses doigts tremblant très légèrement contre le papier épais et de couleur crème. Elle semblait essayer de traduire une langue étrangère, mais les mots étaient en anglais simple. C'étaient juste des mots qui refusaient de se concilier avec la réalité sordide d'un tribunal de la famille de Baltimore. Le document, a commencé la juge Carter, sa voix projetant avec une fermeté forcée, et le dernier testament d'Elias H. Halstead, daté d'il y a 4 mois, accompagné d'un affidavit de paternité sous serment. Elle a fait une pause, regardant par-dessus le bord de ses lunettes vers moi, puis vers Caleb. Il stipule que l'individu connu sous le nom de Chloé Harris est en fait Chloé H. Halstead, la seule fille biologique et unique héritière d'Elias H. Halstead. Il précise en outre que le nom de famille Harris a été adopté légalement à son 18e anniversaire comme mesure de protection contre l'enlèvement et l'extorsion, un statut maintenu à des fins de sécurité. Caleb a cligné des yeux, sa bouche s'est légèrement ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Il ressemblait à un homme essayant de se souvenir comment respirer. La succession, a poursuivi le juge en tournant à la 2e page, n'est pas structurée comme une somme liquide unique. C'est un conglomérat de sociétés de holding, de trusts aveugles et de participations directes. Elle a commencé à lire la liste. Ce n'était pas une liste de biens de consommation tape à accent grave l'œil. Ce n'était pas une liste de choses que l'on voit dans les publicités télévisées. C'était une liste de choses qui dirigent le monde. 100% de la participation majoritaire dans H. Halstead Logistics and Bonded Warehousing, englobant 42 ports d'entrée en Amérique du Nord et en Europe. Actionnaire majoritaire du Trident Maritime Risk Group, souscrivant 60% de l'assurance mondiale du transport commercial. Propriété exclusive du Nevada Rare Earth Mineral Consortium. Tous les droits de propriété intellectuelle pour l'infrastructure du câble à fibre optique de l'Atlantique Nord. La sténographe judiciaire, une femme qui semblait avoir tout vu, a cessé de taper. Ses mains flottaient au-dessus des touches, la mâchoire pendante. Les actifs comprennent des terres privées dans le Montana, le Wyoming et l'Argentine, totalisant 3 millions d'acres, a poursuivi le juge, sa voix s'élevant d'incrédulité. Et le Halstead Sovereign Grant Fund. Elle s'est arrêtée. Elle a pris une profonde inspiration. L'audit indépendant joint à ce dossier d'homologation estime la valeur totale de la succession, ajustée à la volatilité actuelle du marché, à plus de 1,2 billion de dollars. Le mot flottait dans l'air, billion. C'était un nombre qui n'avait pas de sens. Million, c'est une maison. Milliard, c'est un gratte-ciel. Billion, c'est un pays.
Un halètement a parcouru la galerie derrière nous. Ce n'était pas fort. C'était le son de l'oxygène aspiré hors de la pièce. Caleb n'a pas bougé. Il n'a pas cligné des yeux. Il était figé, son visage un masque de compréhension absolue et terrifiante. C'était un homme qui vénérait l'argent, qui avait vendu son intégrité pour une Porsche en location et une chance de côtoyer des associés qui gagnaient 400 000 $ par an. Et il venait de réaliser qu'il avait passé 3 ans à traiter une femme valant 1,2 billion de dollars comme si elle était un fardeau pour son portefeuille. Je me suis légèrement tourné pour regarder Madison. Elle ne regardait plus Caleb. Elle fixait l'arrière de ma tête, son visage vidé de toute couleur. Ses yeux étaient grands ouverts, calculateurs, terrifiés. C'était une chercheuse d'or qui venait de réaliser qu'elle avait passé des mois à creuser dans un bac à sable tout en se tenant à côté d'une mine de diamants. Elle a su à cet instant que le jeu avait changé. Elle a su que Caleb Vance n'était plus un trophée. Il était le plus grand idiot de l'histoire de l'humanité. Il y a plus, a dit la juge Carter, rompant le silence. Elle a sorti un autre document de l'enveloppe. Il était plus fin, plus ancien. Le papier était légèrement jauni sur les bords. 6 juin à l'ordonnance d'exécution de l'homologation se trouve une copie certifiée conforme d'une clause additionnelle au contrat de mariage, notarié à la date de votre mariage. La tête de Caleb s'est redressée d'un coup. Quoi? Nous avons signé un contrat de mariage. Il protège mes revenus. C'est vrai, a dit le juge, sa voix s'aiguisant. Mais il y a une clause additionnelle. Il semble que ce soit la page 12 du dossier que vous avez soumis au greffier le jour de votre mariage. Je me souvenais très bien de ce jour. Nous étions au palais de justice. Caleb était stressé, vérifiant sa montre, inquiet que nous soyons en retard pour la réservation de déjeuner qu'il avait faite pour impressionner ses parents. Le greffier lui avait tendu une pile de papiers, la licence, le certificat, le contrat de mariage standard sur lequel il avait insisté, et la clause additionnelle que les avocats de mon père avaient discrètement insérée dans la pile. « Signe-les, Chloé » avait-il dit, me lançant le stylo après avoir griffonné son propre nom. C'est juste de la paperasse bureaucratique. Nous n'avons pas le temps de lire les petits caractères. Cette clause additionnelle, a lu le juge, stipule que tous les biens détenus par l'une ou l'autre des parties avant le mariage ou hérités pendant le mariage, quelle que soit la source, resteront la propriété unique et séparée du propriétaire d'origine. Elle renonce explicitement à toute réclamation sur l'appréciation, la confusion des patrimoines ou la distribution maritale. Elle a levé les yeux vers Caleb, et a ajouté, clause 4, section B. Il est stipulé que si l'une des parties conteste la validité de ses biens propres en cas de divorce, cette partie sera responsable de 100% des frais juridiques de la partie adverse et de dommages-intérêts punitifs pour avoir fait perdre son temps au tribunal. Caleb s'est levé d'un bond de sa chaise. Le pied de la chaise a crissé contre le sol, un son violent qui a fait avancer l'huissier, la main sur son étui. C'est un mensonge, a crié Caleb, son visage devenant d'un rouge tacheté et violent. Elle m'a piégé. Je n'ai jamais vu cette page. Elle l'a glissée dedans. Je n'aurais jamais signé ça si j'avais su qu'elle était. Si j'avais su qu'elle avait. Il ne pouvait même pas finir la phrase. Il ne pouvait pas dire le nombre. Vous alléguez une fraude, a demandé la juge Carter, sa voix baissant à une octave dangereuse. Oui, a crié Caleb, pointant un doigt tremblant vers moi. Elle a commis une fraude. Elle a caché son identité. Elle m'a laissé croire qu'elle était pauvre. Cela invalide le contrat. Monsieur Vance, a dit le juge en se penchant en avant. Vous êtes avocat, n'est-ce pas? Oui, je le suis, a balbutié Caleb. Et quelle est la première règle du droit des contrats? Caleb est resté là, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson sur un quai. La règle, a dit le juge, répondant pour lui, et qu'avait subscriptor. Que le signataire soit vigilant. Vous avez signé le document. Votre signature est ici, claire comme le jour, juste à côté du sceau du notaire. Vous avez eu toutes les occasions de le lire. Vous avez eu toutes les occasions de demander pourquoi le deuxième prénom de votre femme sur le document était H. Halstead. Je pensais que c'était un nom de jeune fille. Je pensais que ce n'était rien, a plaidé Caleb, cherchant l'aide de Gordon Slatt. Mais Gordon s'était éloigné de la table, se distançant physiquement de son client. Gordon savait reconnaître une bataille perdue d'avance. Vous avez supposé, l'a corrigé le juge. Vous avez supposé qu'elle n'était rien,
alors vous avez traité la paperasse avec le même manque de respect que vous lui avez témoigné. C'était votre choix, monsieur Vance. Et maintenant, c'est votre conséquence. Caleb s'est affalé sur sa chaise. Il avait l'air petit. La suffisance avait disparu. L'arrogance s'était évaporée, laissant derrière elle un homme creux et pathétique qui avait tenu le monde entre ses mains et l'avait jeté parce qu'il était trop occupé à se regarder dans le miroir. Le tribunal accepte les documents, a déclaré la juge Carter, frappant son marteau avec un sentiment de finalité qui a résonné dans la pièce. Les biens énumérés dans l'homologation Halstead sont confirmés comme étant la propriété séparée de l'épouse. Le mari n'a aucune réclamation, pas un centime. J'ai regardé Caleb de l'autre côté de l'allée. Il fixait la table, ses mains agrippant le bord si fort que ses jointures étaient blanches. « As-tu obtenu ce que tu voulais, Caleb ?» ai-je demandé doucement. Ma voix était calme, portant facilement à travers la pièce silencieuse. « Tu voulais un divorce rapide. Tu voulais t'assurer que je ne pouvais pas toucher à ton argent. Tu as eu exactement ce que tu as demandé. » Il a lentement relevé la tête. Ses yeux étaient rouges, remplis d'un mélange de haine et de désespoir, mais avant qu'il ne puisse parler, le juge a de nouveau pris la parole. « Madame Vance, ou plutôt, Mademoiselle Halstead, a dit le juge. Étant donné que la disparité financière est maintenant astronomique et que le mari a soulevé une accusation de fraude, souhaitez-vous répondre ? » Oui, votre honneur, ai-je dit en me levant. J'ai quelques requêtes à déposer. Caleb a tressailli. Il savait que ce n'était pas fini. Il savait que l'heure des comptes allait sonner pour chaque dîner, chaque insulte et chaque dollar volé. La juge Carter n'a pas hésité. C'était une femme qui appréciait l'ironie, mais elle appréciait encore plus la loi. Elle a regardé les documents étalés devant elle, le contrat de mariage en béton que Caleb avait exigé, et la clause additionnelle qui servait maintenant d'arrêt de mort financier, et elle a pris sa décision avec la rapidité d'une lame de guillotine. Sur la base des preuves soumises et du contrat contraignant signé par les deux parties, a annoncé la juge Carter, sa voix résonnant contre les murs lambrissés, le tribunal juge le contrat de mariage valide et exécutoire dans son intégralité. Les biens détenus par la défenderesse, Mademoiselle Halstead, y compris tous les héritages et intérêts commerciaux, sont confirmés comme étant des biens propres. Le demandeur, Monsieur Vance, a droit à 0% de la succession. Elle a pris un stylo et a signé l'ordonnance avec un son sec et grinçant. Le jugement de divorce absolu est par la présente accordé, a-t-elle poursuivi. Chaque partie conservera ses propres dettes et responsabilités. Affaire classée concernant la dissolution. C'était fini. Aux yeux de l'État du Maryland, nous n'étions plus mari et femme. Mais Caleb ne pouvait pas laisser tomber. Il ne pouvait pas accepter la réalité qu'il repartait les mains vides d'une fortune qui pourrait acheter de petites nations. Attendez, votre honneur, s'il vous plaît, Caleb s'est précipité sur ses pieds, ignorant la traction frénétique sur sa manche de son avocat. Nous pouvons négocier cela. Il doit y avoir une distribution équitable. Je l'ai soutenu pendant 3 ans. J'ai payé le loyer. J'ai fait les courses. Cela compte sûrement comme une contribution au patrimoine conjugal. C'était pathétique. Il essayait de me facturer le prix du lait et des œufs tout en se tenant dans l'ombre d'une évaluation d'1 billion de dollars. Gordon Slatt, le visage luisant d'une sueur froide, a attrapé le bras de Caleb et l'a tiré vers le bas. « Assieds-toi, Caleb » a sifflé Gordon, assez fort pour que le premier rang entende. « Lis la clause. Si tu contestes les biens propres et que tu perds, tu es responsable de ces frais juridiques. Sais-tu quel est le tarif horaire des avocats de la famille Halstead ? Tu seras en faillite avant le déjeuner si tu continues à parler. » Caleb l'a repoussé, les yeux fous. « Je m'en fiche. Elle m'a fraudé. » Je me suis levé. Je n'avais pas besoin de permission. La pièce est devenue silencieuse. « Je ne t'ai pas fraudé, Caleb, » ai-je dit. Ma voix était stable, contrastant avec son ton frénétique. « Je t'ai simplement permis d'être toi-même, et c'est ce que tu ne peux pas pardonner. » Je me suis tourné vers le juge. « Votre honneur, bien que la dissolution soit finale, il reste une question en suspens concernant la conduite financière de Monsieur Vance pendant le mariage. Je dépose une motion pour une mesure d'injonction d'urgence et une demande d'expertise comptable. » J'ai sorti un épais dossier de mon sac. Ce n'était pas le carnet noir que je gardais à la maison. C'était un dépôt légal formel préparé par l'équipe d'Arthur Penaligon, relié dans une couverture juridique bleue. Je me suis dirigé vers le bureau et je l'ai placé devant le juge.
Qu'est-ce que c'est, a exigé Caleb. Encore des mensonges? Monsieur Vance, a averti la juge Carter, ses yeux se rétrécissant. Maître, contrôlez votre client, ou je le ferai expulser. Le juge a ouvert le dossier. Ses yeux ont parcouru la première page, et son expression s'est durcie, passant du détachement professionnel à la colère judiciaire. Cette motion allègue, a lu lentement le juge, que Monsieur Vance a utilisé les informations d'identification personnelle de son épouse pour établir des lignes de crédit non autorisées et une société à responsabilité limitée connue sous le nom de Vance Strategic Holdings. Caleb s'est figé. La couleur qui était montée à son visage s'est drainée instantanément, le laissant avec un aspect gris et maladif. Il est en outre allégué, a poursuivi le juge, que des fonds du compte marital commun ont été détournés vers cette société écran pour dissimuler des dépenses liées à des liaisons extra-conjugales et à des produits de luxe personnels. C'est absurde, a crié Caleb, mais sa voix s'est brisée. Elle invente tout ça. Je n'ai jamais fait ça. Les preuves sont jointes en tant que pièces à AD, ai-je dit calmement. Vous trouverez les statuts de la société. Le garant est Chloé Harris. La signature est une contrefaçon numérique. J'ai inclus une analyse graphologique la comparant à ma signature réelle sur notre certificat de mariage. Elles ne correspondent pas. J'ai montré le document dans la main du juge. De plus, la pièce B contient les journaux de transaction. Monsieur Vance croyait être malin en déplaçant de l'argent par petites sommes, 3 cents par-ci, 5 cents par-là. Il les a étiquetés comme des honoraires de consultation. Mais si vous regardez les relevés bancaires croisés dans la pièce C, vous verrez que chaque fois qu'un honoraire de consultation était retiré, un achat correspondant était effectué dans l'heure. Je me suis tourné pour regarder la galerie. J'ai regardé directement Madison Price et j'ai ajouté, la pièce D est une liste de ses achats, en particulier une série de réservations de vol pour Miami et de réservations d'hôtels au Ritz-Carlton sous les noms de Caleb Vance et Madison Price. Celles-ci ont été payées avec la carte de crédit émise au nom de la société frauduleuse, la carte de crédit qui est légalement à mon nom. Madison a laissé échapper un petit son étranglé. Elle a regardé la liste des pièces sur la table près de Caleb, où une copie avait été placée. Elle pouvait voir son nom tapé en noir et blanc. Elle n'était plus seulement une maîtresse. Elle était une bénéficiaire de vol d'identité. Elle était une complice. Je ne savais pas, a murmuré Madison, sa voix tremblante. Elle a regardé Caleb avec horreur. Tu as dit que c'était un compte de dépenses de l'entreprise. Tu as dit que le cabinet payait pour ses voyages. Tais-toi, Madison, a sèchement répliqué Caleb, se retournant contre elle. Monsieur Vance, le juge a frappé son marteau. Le son était comme un coup de feu. Vous vous adresserez à cette cour, pas à la galerie. Ce sont des allégations sérieuses. Nous parlons de vol d'identité, de fraude et de détournement de biens matrimoniaux. C'est un coup monté, votre honneur, a plaidé Caleb, transpirant abondamment maintenant. Elle a piraté mon ordinateur. Elle a placé ses fichiers. Pourquoi aurais-je besoin de voler son identité? Elle n'était personne. Elle n'avait pas de crédit. En fait, ai-je interrompu, mon score de crédit est de 850. Et comme je ne l'ai jamais utilisé, il était impeccable. Vous, cependant, aviez épuisé toutes les cartes que vous possédiez. Vous aviez besoin d'un nouvel hôte pour vous nourrir. Elle ment, a insisté Caleb, mais il se débattait. Vous n'avez aucune preuve que j'ai ouvert ce compte. N'importe qui aurait pu le faire. Pièce E, ai-je dit simplement. Le juge est passé au dernier onglet. Ce sont les journaux d'adresse IP fournis par le fournisseur de services Internet, ai-je expliqué. La demande de carte de crédit et la constitution de la société ont été soumises depuis une adresse IP spécifique le 4 octobre à 23h45. Cette adresse IP appartient au Wi-Fi résidentiel de notre appartement, et l'adresse MAC de l'appareil utilisé pour soumettre la demande correspond au numéro de série de votre ordinateur portable fourni par le cabinet. J'ai fait une pause pour laisser cela s'imprégner. À moins que vous ne suggériez que j'ai piraté votre ordinateur de travail protégé par mot de passe, qui nécessite une lecture d'empreintes digitales biométriques pour se déverrouiller, et que je vous ai piégé pendant que vous dormiez à côté de moi. La preuve est irréfutable. Caleb a fixé la page. Les chiffres techniques le fixaient en retour, les empreintes digitales numériques qu'il ne savait même pas qu'il laissait. Il a regardé Gordon Slat. Gordon rangeait sa mallette. Votre honneur, a dit Gordon doucement en se levant.
Je demande une brève suspension pour m'entretenir avec mon client concernant ses droits contre l'auto-incrimination. Gordon était intelligent. Il savait que cela venait de passer du tribunal civil au tribunal pénal. Refusé, a dit la juge Carter. J'en ai assez vu pour rendre une décision sur les biens. Elle a regardé Caleb avec un mélange de dégoût et de pitié. Monsieur Vance, sur la base des preuves prima facie de faute financière et de fraude potentielle, j'émets une ordonnance de gel immédiat de tous les comptes portant votre nom, seul ou conjointement. Il vous est interdit de liquider, transférer ou grever des biens jusqu'à ce qu'une expertise comptable complète soit terminée. Vous ne pouvez pas faire ça, a haleté Caleb. J'ai des factures. J'ai le bail de ma voiture. Vous auriez dû y penser avant d'utiliser l'identité de votre femme pour payer vos vacances, a rétorqué le juge. De plus, je transmets ce dossier au bureau du procureur de district pour examen concernant les allégations de vol d'identité et de contrefaçon. Non, a murmuré Caleb. Non, s'il vous plaît. Cela va ruiner ma carrière. Votre carrière n'est pas mon souci, a dit la juge Carter. La justice l'est. Elle a levé le marteau une dernière fois. Le divorce est final. L'ordonnance de blocage des biens est effective immédiatement. Le greffier notifiera les banques dans l'heure. Toc. Affaire classée. Le son du marteau a signalé la fin de notre mariage. Mais alors que l'écho s'estompait, le son des lourdes portes en bois s'ouvrant derrière nous a signalé autre chose. 2 agents de justice en uniforme sont entrés, leurs yeux fixés sur Caleb. J'ai ramassé mon sac. Je ne l'ai pas regardé en arrière. Je lui avais dit la vérité. Je n'avais pas besoin de son argent. J'avais juste besoin que le monde voie exactement quel genre d'homme il était. Et maintenant, tout cela était consigné dans les archives publiques. La salle d'audience a commencé à se vider, l'air vibrant encore de l'ordre final du juge. Les agents de justice se tenaient près des sorties, leur présence rappelant silencieusement que l'autorité dans cette pièce s'était éloignée de Caleb Vance. Il fourrait des papiers dans sa mallette avec des mouvements frénétiques et saccadés, essayant de sauver un semblant de dignité. Il ressemblait à un homme essayant de plier un parachute après avoir déjà touché le sol. Gordon Slatt, son avocat, était déjà en train de faire ses bagages. Gordon était un mercenaire. Il savait quand une bataille était perdue, et il n'avait aucune intention de mourir sur cette colline avec un client qui lui avait menti. Il a fermé sa mallette et a regardé Caleb avec une distance froide et professionnelle. Je t'appellerai plus tard pour discuter de la structure des honoraires pour le renvoi en défense pénale, a dit Gordon, sa voix dépourvue de sympathie. Tu vas avoir besoin d'un spécialiste pour les accusations de fraude. Caleb l'a ignoré. Il a fermé son sac et s'est tourné pour me foudroyer du regard. Son visage était un masque d'humiliation brûlante. Il pensait clairement que c'était la fin. Il pensait que parce que le marteau avait frappé, il pouvait sortir d'ici, panser ses blessures, et finalement reconstruire son ego à son travail. Il pensait qu'il avait encore sa carrière, son statut, sa place dans le monde où il était l'étoile montante et où je n'étais qu'un souvenir. Il avait tort. Je ne suis pas parti. J'ai marché vers lui. J'ai avancé lentement, les talons de mes chaussures claquant rythmiquement sur le parquet. C'était un son qu'il avait l'habitude d'ignorer, le son de sa femme venant lui apporter du café ou nettoyer son désordre. Maintenant, cela sonnait comme un compte à rebours. Caleb a levé les yeux, ses yeux se rétrécissant. « Qu'est-ce que tu veux, Chloé ? Tu as eu l'argent. Tu m'as humilié. Tu viens te vanter ? C'est ce que font les milliardaires ? » Je me suis arrêté à 1 mètre de lui. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai parlé avec le ton calme et plat d'une personne lisant un bulletin météo. Je me fiche de l'argent, Caleb. Je te l'ai dit. L'argent n'est qu'un outil. Ceci, j'ai tapoté le dossier que je tenais contre ma paume, concerne les conséquences. Qu'est-ce que c'est ? A-t-il lancé sèchement. Ceci est une copie du dossier que j'ai envoyé par coursier au conseil de discipline du barreau il y a exactement 45 minutes, ai-je dit. Caleb s'est figé. Le sang a quitté son visage si rapidement que cela semblait douloureux. À côté de lui, Gordon Slatt s'est arrêté à mi-chemin de la porte. Gordon s'est retourné, les yeux écarquillés. Il savait ce que ces mots signifiaient. « Tu m'as dénoncé » a murmuré Caleb. « Pourquoi ? » « Parce que j'ai été méchant avec toi. Le barreau ne se soucie pas d'un mauvais mariage. Il se soucie de l'éthique, ai-je répondu.
Et il se soucie certainement des crimes. J'ai ouvert le dossier. Section 1, ai-je récité, sans avoir besoin de regarder le papier. Divulgation non autorisée d'informations clients privilégiés, en particulier la liste des témoins du grand jury pour l'affaire Thompson. Tu en as pris une photo et l'as envoyée à ton courriel personnel pour pouvoir travailler de la maison. Puis tu l'as transférée à Madison parce que tu voulais te vanter de l'importance de l'affaire. C'est une violation du secret professionnel de l'avocat et une infraction aux lois fédérales sur la confidentialité. La bouche de Caleb s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Il a regardé Madison, qui se tenait près de la balustrade, le visage pâle. Section 2, ai-je continué, implacable. Fraude à la facturation. Tu as gonflé tes heures sur la fusion d'entreprise Henderson. Tu leur as facturé 20 heures de recherche un week-end alors que tu étais en fait à Miami avec Madison. J'ai inclus les journaux de vol et les courriels horodatés où tu as demandé à ton assistante de falsifier les feuilles de temps. Gordon Slatt a laissé échapper un léger sifflement. Il a regardé Caleb avec un dégoût absolu. Tu as gonflé la facture Henderson, Caleb? Es-tu fou? C'est le plus gros client du cabinet. J'allais faire le travail plus tard, a balbutié Caleb, la sueur perlant sur son front. C'était juste pour réserver la place. C'est du vol, ai-je dit. Et section 3, malversation financière impliquant l'identité d'un conjoint. La fraude que tu as commise contre moi, en utilisant mon nom pour ouvrir des lignes de crédit, est une violation de la clause de turpitude morale de ta licence. Tu ne vas pas seulement être poursuivi en justice, Caleb. Tu vas être radié du barreau. Caleb a agrippé le bord de la table pour se stabiliser. Ses genoux flageolaient. Être avocat était toute son identité. C'était la seule chose qui le faisait se sentir supérieur au monde. Sans cette licence, il n'était qu'un homme endetté avec un casier judiciaire. Tu ne peux pas faire ça, a-t-il plaidé, sa voix se brisant. Chloé, s'il te plaît. Ça détruit tout. J'ai travaillé si dur pour ce diplôme. Tu sais à quel point j'ai étudié. Je le sais, ai-je dit. C'est moi qui faisais le café pendant que tu étudiais. C'est moi qui payais la facture d'électricité pour que tu aies de la lumière pour lire. Et tu as utilisé ce diplôme pour abuser de la personne même qui t'a aidé à l'obtenir. Je vais régler à l'amiable, a-t-il dit frénétiquement. Je signerai n'importe quoi. Retire juste la plainte. Il est trop tard, ai-je dit. Une fois que la cloche a sonné, on ne peut pas la faire taire. Mais il y a une autre chose que tu devrais savoir. J'ai fermé le dossier. Tu t'inquiètes pour ton poste chez Bramwell et Kersey. Tu penses que si tu peux juste te sortir de ça en parlant, tu pourrais encore avoir un travail. Je suis un collaborateur de premier plan, a dit Caleb, s'accrochant à un brin d'espoir. Les associés m'adorent. Ils me protégeront. Les associés sont occupés en ce moment, ai-je dit. Ils sont actuellement en réunion à huis clos concernant une fusion. Caleb a froncé les sourcils. Comment sais-tu ça? C'est une affaire confidentielle du cabinet. C'était confidentiel, les jeux corrigés, jusqu'à ce matin, lorsque l'acquisition a été finalisée. Bramwell et Kersey est en train d'être acquis par le Northwind Counsel Group. Les yeux de Caleb se sont écarquillés. Northwind? Ils sont énormes. C'est le premier cabinet de contentieux des affaires de la côte est. C'est une bonne nouvelle. Ils auront besoin de bons avocats. Northwind Counsel Group, ai-je dit lentement, en articulant chaque syllabe, est une filiale à 100% du Halstead Sovereign Grant Fund. Le silence qui a suivi était absolu. C'était le silence d'un homme réalisant que le sol sur lequel il se tient n'existe pas. Caleb m'a regardé. Il a regardé la simple robe que je portais. Il a regardé la femme qu'il avait qualifiée d'ennuyeuse, de simple et de sans ambition. Tu possèdes Northwind, a-t-il murmuré. Ma succession le possède, ai-je dit. Ce qui signifie, en fait, que je possède Bramwell et Kersey. Je possède le bâtiment dans lequel tu travailles. Je possède les serveurs sur lesquels tes courriels sont stockés. Je possède la chaise sur laquelle tu es assis. Il avait l'air d'être sur le point de vomir. La prise de conscience l'écrasait. L'endroit où il avait construit son sanctuaire personnel, son bureau, son titre, sa réputation, appartenait maintenant à l'épouse qu'il avait rejetée. Alors c'est ça, a-t-il craché, essayant de rassembler un peu de colère pour couvrir sa peur. Tu vas virer tout le monde?
Tu vas brûler l'entreprise juste pour te venger de moi. Non, ai-je dit. C'est ce que tu ferais, Caleb, parce que tu es mesquin. J'ai redressé ma colonne vertébrale. J'ai déjà donné une directive à l'équipe de transition. Tout le personnel de soutien, les assistants juridiques, les secrétaires, les agents d'entretien, les gens que tu traites comme des meubles, reçoivent une prime de rétention de 10% et une sécurité d'emploi garantie pour 2 ans. Les associés qui ont fermé les yeux pendant que tu facturais des heures fictives sont en cours d'audit. Et les collaborateurs qui violant les normes éthiques, je les regardais droit dans les yeux, sont licenciés pour faute grave, avec effet immédiat. Je me suis détourné de lui. Il n'y avait plus rien à dire. Il était une coquille vide, dépouillé de ses prétentions. Caleb s'est retourné, cherchant désespérément un allié. Il a regardé la seule autre personne dans la pièce qui avait été de son côté. Madison, a-t-il dit, tendant la main. Madison, attends. On peut arranger ça. J'ai juste besoin de passer quelques appels. On peut. Madison Price n'a pas pris sa main. Elle l'a regardé comme s'il était une maladie contagieuse. Elle avait tout entendu. Elle avait entendu parler de la dette. Elle avait entendu parler de la fraude. Elle avait entendu qu'il était sur le point d'être au chômage et radié du barreau. Elle m'a regardé, moi, la femme qu'elle avait moquée pour être ordinaire, et a vu le pouvoir qui émanait de moi. Puis elle a de nouveau regardé Caleb. Ne me touche pas, a sifflé Madison. Elle a serré son sac à main contre sa poitrine et lui a tourné le dos, marchant rapidement vers la sortie. Elle n'a pas regardé en arrière. Caleb se tenait seul au centre de la salle d'audience. Son avocat s'était distancé. Sa maîtresse l'avait abandonné. Sa femme l'avait dépassé. J'ai dépassé Gordon Slatt en sortant. Il s'est écarté respectueusement, hochant la tête. Mademoiselle Halstead, a-t-il murmuré. Maître Slatt, ai-je répondu. J'ai poussé les lourdes portes en bois et je suis sorti dans le couloir. L'air avait un goût différent ici. Il avait un goût de propreté. Je n'avais pas seulement divorcé d'un mari. J'avais exorcisé un fantôme. Et pour la première fois depuis des années, l'avenir ne ressemblait pas à un long tunnel sombre. Il ressemblait à une page blanche. Et je tenais le stylo. Le désespoir est un architecte chaotique. Quand un homme comme Caleb Vance réalise que ses fondations sont construites sur du sable mouvant, il n'essaie pas de trouver un sol solide. Au lieu de cela, il essaie d'entraîner tout le monde dans la boue avec lui. Pendant 48 heures après l'audience, Caleb a mené une offensive de la terre brûlée. Il ne pouvait pas me combattre au tribunal parce que la loi était absolue. Alors, il a porté le combat devant le tribunal de l'opinion publique. Il a engagé une société de gestion de crise en utilisant une carte de crédit que j'avais déjà annulée, bien qu'il ne le sût probablement pas encore, et a lancé un récit aussi bruyant que pathétique. J'étais assise dans la salle de conférence sécurisée des bureaux de la famille Halstead, regardant l'histoire se dérouler sur un grand écran. Un blog de potins juridiques avait repris son communiqué de presse. Le titre était « Un avocat prometteur dupé par une milliardaire imposteur, l'histoire de Caleb Vance ». Il joue la carte de la victime, a noté Arthur Peneligon, tapotant un doigt sur la table en acajou. Il prétend que votre utilisation du nom Harris constituait une rupture de confiance matérielle qui l'a induit dans un mariage frauduleux. Il dit qu'il est la partie lésée parce qu'il a été forcé de signer un contrat de mariage sous de fausses prétentions. J'ai lu l'article. Caleb se présentait comme un avocat travailleur et issu de la classe ouvrière qui avait été la proie d'une héritière manipulatrice jouant un jeu tordu de tourisme de la pauvreté. Il prétendait que je m'étais moqué de son ambition. Il prétendait que je l'avais abusé financièrement en cachant mes ressources tout en le regardant lutter. C'était une fiction convaincante. C'était aussi une erreur tactique. Il a déposé une requête ce matin, a poursuivi Arthur, faisant glisser un document sur la table. Il demande au tribunal d'annuler le contrat de mariage pour fraude dans l'incitation. Il veut une communication complète de vos biens remontant à 10 ans. Il pense que s'il fait assez de bruit, nous lui verserons un règlement juste pour qu'il s'en aille. Il ne connaît pas la politique de mon père sur le chantage, ai-je dit doucement. Nous ne payons pas. Nous poursuivons. Précisément. Nous avons déjà préparé la réponse. Le changement de nom a été traité légalement par le ministère de la Justice quand vous aviez 18 ans. Il est scellé pour des raisons de sécurité nationale liées aux actifs miniers stratégiques.
Son affirmation selon laquelle c'était un piège ne survivra pas à la première requête en irrecevabilité. De plus, nous avons la vidéo du bureau du notaire le jour de votre mariage. Le greffier lui demande 3 fois s'il veut lire la clause additionnelle. Il vérifie sa montre et dit « Montrez-moi juste où signer pour qu'on puisse aller déjeuner. » Fin de citation. Déposez-le, ai-je dit. Mais ne vous contentez pas de défendre. Contre-attaquez. S'il veut une communication des pièces, donnez-lui une communication des pièces. Exigez ces communications concernant la fraude dont il prétend être victime. Caleb pensait qu'il commençait une guerre médiatique. Il ne réalisait pas qu'il tombait dans un piège tendu par sa propre paranoïa. Le vrai coup, cependant, n'est pas venu de mes avocats. Il est venu de la personne qu'il pensait posséder. Cet après-midi-là, Arthur a reçu un appel d'un téléphone prépayé. C'était Madison Price. Elle était terrifiée. Elle avait vu l'ordonnance de gel sur les comptes de Caleb. Elle savait que son nom figurait sur les manifestes de vol et les factures d'hôtel payées avec de l'argent volé. Elle était assez intelligente pour savoir que dans une accusation de complot, la première personne à parler obtient l'accord et la seconde obtient la peine de prison. Elle a accepté de nous rencontrer, non pas dans un restaurant chic, mais dans un café anonyme en banlieue. Elle portait des lunettes de soleil et un sweat à capuche, ne ressemblant en rien au requin poli qu'elle essayait d'être au bureau. Elle a fait glisser son téléphone sur la table vers Arthur sans dire un mot. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Arthur. « Lisez la conversation de la nuit dernière », a murmuré Madison. Ses mains tremblaient autour de son gobelet en papier. J'ai regardé l'écran. C'était une conversation entre elle et Caleb, horodatée à 2 heures du matin. Caleb, tu dois aller au bureau tôt, accéder au serveur, supprimer le dossier marqué avance personnelle. Ensuite, je veux que tu copies la liste des clients pour la fusion Henderson et que tu la mettes sur une clé USB. Ne l'envoie pas par courriel. Copie physique uniquement. Madison, Caleb, c'est de l'obstruction à la justice et voler des fichiers clients est un crime. Je ne peux pas faire ça. Caleb, tu le feras si tu veux un avenir. Je vais gagner ça, Madison. Je vais obtenir un règlement d'elle. Des millions. Mais j'ai besoin d'un levier. J'ai besoin de ces fichiers pour négocier avec Northwind. Si tu ne m'aides pas, tu es seul. Souviens-toi qui t'a mise à ce poste? J'ai levé les yeux vers Madison. Il t'a demandé de détruire des preuves et de voler des données confidentielles d'un cabinet que je possède maintenant en fait. Il a essayé de me soudoyer ce matin, a dit Madison, sa voix amère. Il m'a rencontré dans le parking. Il m'a dit que si je faisais ça pour lui, nous irions aux îles Caïmans. Il a dit que nous serions un couple puissant. Il a dit que je lui devais ça parce qu'il m'avait créé. Elle a ri, un son dur et cassant. Il m'a dit une fois que je devrais l'aimer parce qu'il était brillant, qu'il était l'homme le plus intelligent de la pièce. Je lui ai dit aujourd'hui, droit dans les yeux, Caleb, tu n'es pas brillant. Tu es juste brillant pour mépriser les gens, et en ce moment tu regardes depuis le fond d'un trou. Vous avez enregistré la conversation, a demandé Arthur. Oui, a dit Madison. Et je n'ai pas supprimé le dossier. J'en ai fait une copie pour vous. Elle a poussé une petite clé USB sur la table. Je ne veux pas d'argent, a dit Madison, me regardant avec des yeux suppliants. Je veux juste l'immunité. Je ne veux pas aller en prison pour son ego. J'ai été stupide, mais je ne suis pas une voleuse. Si vous témoignez, ai-je dit, et si cette clé contient ce que vous dites qu'elle contient, le conseiller juridique de l'entreprise refusera de porter plainte contre vous pour l'utilisation de la carte de crédit. Nous vous considérerons comme un témoin coopérant. Madison a laissé échapper un sanglot de soulagement. Merci. Il lit les fous, Chloé. Il pense vraiment qu'il va gagner. Le procès de Caleb pour annuler le contrat de mariage a progressé à une vitesse fulgurante, mais pas dans la direction qu'il avait prévue. Le juge examinant sa requête, la juge Carter, n'a pas été amusé par ces pitreries publiques et a accéléré l'audience, émettant une ordonnance préliminaire. Pour prouver que Caleb était financièrement désavantagé par le mariage, le tribunal a exigé un audit judiciaire complet de ses finances personnelles à comparer avec ses affirmations de pauvreté. C'était l'équivalent juridique de marcher sur une mine. Caleb a dû soumettre ses relevés bancaires. Il a dû soumettre ses courriels. Il a dû soumettre les registres de l'entreprise de consultation qu'il avait créée. Il a essayé de les caviarder.
Il a essayé de noircir les lignes qui montraient des transferts vers des sites de jeux d'argent offshore et des paiements à des services d'escorte, des dépenses qu'il avait cachées même à Madison. Mais l'ordonnance du tribunal était spécifique, originaux non caviardés uniquement. Plus il essayait de prouver que j'étais une fraude, plus il prouvait qu'il était un criminel. Le coup de grâce est arrivé un jeudi soir pluvieux. Caleb était dans son appartement temporaire, un studio miteux qu'il avait loué après avoir été expulsé de notre maison. Il était probablement en train de rédiger un autre communiqué de presse ou de crier sur un collaborateur junior au téléphone. Je n'étais pas là, mais le détective privé que nous avions engagé pour le surveiller a rapporté la scène en détail. Un coursier est arrivé à sa porte. Caleb a probablement pensé que c'était une offre de règlement. Il a probablement pensé que j'avais craqué sous la pression de sa mauvaise presse et que j'envoyais un chèque. Il a ouvert la porte, en pantalon de jogging et en t-shirt taché, ne ressemblant en rien au maître de l'univers qu'il prétendait être. Le coursier ne lui a pas remis de chèque. Il lui a remis une épaisse enveloppe avec le sceau de l'association du barreau de l'État. Ce n'était pas un avertissement. C'était une convocation pour une audience de suspension d'urgence. Habituellement, le barreau met des mois à enquêter sur les plaintes. Ils avancent à un rythme glaciaire. Mais lorsque les preuves incluent une conversation enregistrée d'un avocat sollicitant une assistante juridique pour commettre un vol qualifié et une obstruction à la justice, ils agissent très, très vite. La clé USB de Madison avait trouvé son chemin jusqu'au comité de discipline. Caleb se tenait dans le couloir de son immeuble d'appartement bon marché, la lumière fluorescente bourdonnant au-dessus de lui. Il a déchiré l'enveloppe. J'imagine que ses mains tremblaient. J'imagine qu'il a lu les mots « suspension provisoire immédiate » et « allégation de turpitude morale ». Il avait commencé la semaine en essayant de me peindre comme une méchante. Il l'a terminé en tant qu'homme sur le point de perdre la seule chose qu'il aimait vraiment, son titre. Il avait choisi de jouer salement. Il avait choisi de transformer un divorce en une guerre. Il avait juste oublié que lorsque vous jetez de la boue sur une personne qui possède le sol sur lequel vous vous tenez, c'est vous qui finissez enterré. J'ai reçu un texto d'Arthur Penaligon 10 minutes plus tard. Convocation signifiée. L'audience est fixée à lundi. Il n'a pas d'avocat. Gordon Slatt s'est officiellement retiré il y a 1 heure. J'ai posé mon téléphone sur la table de mon nouveau Pantouse surplombant le port. La vue était vaste, remplie de lumière et de navires se déplaçant silencieusement dans la nuit, des navires qui, d'une manière ou d'une autre, répondaient au nom de H. Halstead. Caleb avait voulu une réaction. Il était sur le point d'obtenir la dernière. La pluie s'était transformée en un verglas qui recouvrait la ville d'une pellicule de glace sale. Il était 1 heure du matin la nuit précédant l'audience disciplinaire qui déterminerait si Caleb Vance resterait avocat ou deviendrait une histoire édifiante. Mon téléphone vibrait sans cesse depuis 3 heures, 17 appels manqués, 12 messages vocaux allant des excuses en sanglots à une rage incohérente. Finalement, un message texte est arrivé qui m'a fait marquer une pause. Je suis au courant des comptes offshore au Caïman. Rencontre-moi ou j'envoie un tuyau au fisc sur l'évasion fiscale de papa. C'était du bluff, bien sûr, mais c'était un bluff désespéré. Et les hommes désespérés sont dangereux parce qu'ils sont imprévisibles. Je savais que je devais contrôler l'explosion avant qu'elle ne se produise. J'ai accepté de le rencontrer au Silver Spoon, un restaurant ouvert 24 heures sur 24 en périphérie de la ville. C'était le genre d'endroit avec des enseignes aux néons vacillantes et un café qui avait le goût du caoutchouc brûlé, un endroit où les gens allaient quand ils n'avaient nulle part où aller. Je n'y suis pas allé seul. Arthur Penaligon était assis 3 boxes derrière l'endroit que j'avais choisi, le dos tourné vers moi, sirotant une tasse de thé. Il ressemblait à un insomniaque âgé, complètement inoffensif dans son manteau en tweed. Mais je savais que dans la poche de sa veste se trouvait un microphone directionnel haute fidélité. Et sur le siège à côté de lui se trouvait un affidavit de témoin déjà rédigé, attendant une signature. Caleb est arrivé 10 minutes en retard. La transformation était choquante. L'homme qui s'était pavané dans la salle d'audience une semaine auparavant dans un costume à $3000 avait disparu. À sa place se trouvait un spectre. Il portait un imperméable sur une chemise froissée, sans cravate. Ses yeux étaient injectés de sang, cernés de cercles sombres et meurtris qui témoignaient de nuits blanches et d'une veille induite chimiquement. Il ne s'était pas rasé depuis 2 jours. Il ressemblait à un homme dont l'architecture interne s'était effondrée. Il s'est glissé dans le box en face de moi, apportant avec lui l'odeur de la laine humide et du whisky rassis. « Tu es venu » a-t-il dit, sa voix rauque. Il a essayé de sourire, mais cela ressemblait plus à une grimace.
Je savais que tu viendrais. Tu tiens encore à moi, n'est-ce pas, Chloé? Après tout, il y a encore quelque chose. Je suis ici parce que tu as menacé ma famille, Caleb, ai-je dit, mes mains jointes sur la table. Tu as dit que tu voulais parler. Parle. Il a ri, un son nerveux et saccadé. Il a fait signe à la serveuse pour un café, ses mains tremblant visiblement. Je ne veux pas te faire de mal, Chloé. Vraiment pas. J'ai besoin d'une bouée de sauvetage. Tu n'as aucune idée de ce qu'ils me font. Le barreau, les associés. Ils me traitent comme un criminel. Tu es un criminel, Caleb, ai-je dit doucement. Le vol d'identité est un crime. C'était un malentendu, a-t-il sifflé en se penchant sur la table. J'allais le rembourser. J'avais juste besoin de liquidité pour maintenir les apparences jusqu'à ce que la prime de partenariat arrive. Tu sais comment est cette industrie. Si tu n'as pas l'air de réussir, tu ne réussis pas. Que veux-tu, ai-je demandé. Il s'est léché les lèvres. J'ai besoin que tu retires la plainte auprès du barreau. Dis-leur que c'était un conflit domestique qui a dégénéré. Dis-leur que j'avais ta permission d'utiliser le nom. Si tu fais ça, les accusations de fraude disparaissent. Et il a fait une pause, regardant autour du restaurant vide pour s'assurer que personne n'écoutait. J'ai besoin d'un prêt, juste le temps que je me remette sur pied. Un demi-million de dollars. Ce n'est rien pour toi. C'est de l'argent de poche pour une Halstead. Tu me fais un chèque, je déménage à Chicago, je recommence à zéro, et tu ne me revois plus jamais. Et si je dis non? L'expression de Caleb a changé instantanément. L'ex-mari pathétique a disparu, remplacé par le rat acculé. Il s'est adossé, croisant les bras. Alors je tire la sonnette d'alarme. Tu penses que je n'ai pas cherché? J'ai passé les 48 dernières heures à éplucher tous les registres publics de Halstead Logistique. J'ai trouvé les sociétés écrans au Panama. J'ai trouvé les honoraires de consultation versés aux lobbyistes à Washington. Ton père a bâti cet empire sur des failles juridiques, Chloé. Si je vais voir la presse et que je leur dis que le grand Elias H. Halstead dirige un système d'évasion fiscale, le cours de l'action va chuter. Les enquêtes à elles seules bloqueront tes actifs pendant des années. Il avait l'air suffisant. Il pensait avoir joué son meilleur atout. Il pensait avoir trouvé le levier qui forcerait le géant à s'agenouiller. J'ai bu une gorgée de mon eau. J'ai ressenti une profonde pitié pour lui, non pas parce qu'il perdait, mais parce que sa pensée était si douloureusement médiocre. C'est tout, ai-je demandé. C'est ça ton levier. C'est assez pour envoyer ton père en prison, a ricané Caleb. Caleb, ai-je dit, en gardant ma voix égale. Sais-tu ce qu'est un audit de conformité volontaire? Il a froncé les sourcils. Quoi? Il y a 6 mois, avant que la santé de mon père ne décline, nous avons invité le fisc et la SEC à mener un audit complet et sans restriction de l'ensemble du portefeuille Halstead. Nous leur avons donné accès à tout, Panama, les lobbyistes, les droits miniers, tout. Le visage de Caleb s'est affaissé. Pourquoi? Pourquoi feriez-vous ça? Parce que quand on a autant d'argent que nous, on n'a pas besoin de tricher. On a juste besoin d'être patient. Nous avons payé un règlement pour quelques erreurs de transcription mineures, environ 12 millions de dollars, ce qui correspond à peu près à ce que notre division de transport maritime gagne en 6 heures, et nous avons reçu un certificat de bonne moralité du gouvernement fédéral. Les livres de Halstead sont plus propres qu'un cantique d'église. Nous sommes à l'épreuve des audits. J'ai regardé l'espoir mourir dans ses yeux. C'était une chose physique, comme une ampoule qui grille. Alors, ai-je continué, vas-y, appelle la presse. Appelle le fisc. Ils t'enverront juste une copie de la lettre de clôture qu'ils nous ont envoyée le mois dernier. Caleb s'est affalé contre le banc en vinyle. Il a passé une main dans ses cheveux, agrippant les racines. Je suis mort, a-t-il murmuré. Je suis vraiment mort. Pourquoi es-tu si désespéré pour de l'argent, Caleb, ai-je demandé. Ce n'est pas seulement le style de vie, n'est-ce pas? Tu es terrifié. Pourquoi? Il m'a regardé, ses yeux fous et sans concentration. La façade était tombée. Il avait besoin de se confesser. Il avait besoin que quelqu'un comprenne la pression sous laquelle il se trouvait. J'ai tout gâché, a-t-il marmonné. J'ai tout gâché avec les comptes plus sombres. Quel compte, ai-je insisté. Le compte séquestre,
a-t-il dit, sa voix baissant à un murmure. Le règlement Rirdon. C'était 2 millions de dollars. Ça restait sur le compte en fiducie du client, juste là pendant 3 mois, en attendant que le juge signe l'ordonnance finale. Mon cœur a raté un battement. C'était ça. C'était l'abîme. Que as-tu fait avec le compte en fiducie, Caleb? Je ne l'ai pas volé, a-t-il dit rapidement, sur la défensive. J'ai emprunté dessus. J'avais un coup sûr, un investissement en crypto qui était censé doubler en une semaine. J'allais remettre le principal avant que quiconque ne s'en aperçoive et garder le profit. Je voulais juste être indépendant, Chloé. Je voulais avoir mon propre argent pour ne pas avoir à me sentir comme ton mari. Tu as pris l'argent d'un client sur un compte séquestre pour jouer sur la crypto, ai-je déclaré platement. J'allais le remettre, a-t-il plaidé, mais le marché s'est effondré. J'ai perdu 40% en 2 jours. Le paiement est dû la semaine prochaine, Chloé. Si l'argent n'est pas sur le compte quand le juge signera l'ordonnance mardi, je vais en prison. Pas pour fraude, pour détournement de fonds. Prison fédérale. Il a tendu la main sur la table, essayant d'attraper la mienne. Je me suis retiré. S'il te plaît, a-t-il supplié, des larmes se formant réellement dans ses yeux maintenant. J'ai besoin de ce demi-million pour combler le trou. Si je peux remplir le compte, personne n'a besoin de savoir. Je peux démissionner tranquillement. Je peux disparaître. Sauve-moi juste de cette seule chose. Je l'ai regardé. J'ai regardé l'homme qui s'était moqué de moi parce que je comptais mes sous. Il avait risqué toute sa vie, sa liberté et la sécurité de son client à cause de sa cupidité. Il avait violé la règle la plus sacrée de la loi, on ne touche jamais, à l'argent du client. Tu as dit que tu l'avais emprunté, ai-je dit lentement. Mais tu l'as pris sans permission, tu l'as utilisé à des fins personnelles, et tu l'as perdu. Ce n'est pas emprunté, Caleb. C'était un prêt temporaire, a-t-il insisté, sa voix s'élevant, sans se rendre compte qu'il criait sa propre confession dans le restaurant vide. Je suis le signataire du compte. J'avais l'autorité pour déplacer les fonds. Je les ai juste déplacés au mauvais endroit. C'est une erreur bancaire. C'est tout ce que je leur dirai. Tu as déplacé 2 millions de dollars vers un portefeuille crypto personnel. Oui, mais je peux arranger ça si tu m'aides. Je l'ai fixé pendant un long moment. Il croyait vraiment que l'argent pouvait arranger ça. Il croyait que s'il bouchait simplement le trou, le crime n'avait pas eu lieu. Il ne comprenait pas que le crime était la rupture de confiance, pas seulement la perte de fonds. Je ne peux pas t'aider, Caleb, ai-je dit. Et je ne le ferai pas. Le visage de Caleb s'est durci. Le désespoir s'est transformé en quelque chose de laid et de froid. Il a réalisé que je n'allais pas le sauver. Très bien, a-t-il craché en sortant du box. Fais comme tu veux. Tu te crois si supérieur, mais je suis un survivant, Chloé. Je trouverai l'argent. Je connais des gens. Et quand je sortirai de ce trou, je viendrai te chercher. Tu ferais mieux de surveiller tes arrières. Il a jeté un billet de 20 dollars froissé sur la table, probablement l'un des derniers de son portefeuille, et est sorti du restaurant en trombe. La cloche au-dessus de la porte a tinté joyeusement, un contraste frappant avec la menace qu'il venait de laisser en suspens. Je l'ai regardé partir. Il est sorti sous la pluie, rentrant les épaules contre le vent, convaincu qu'il venait de lancer un ultimatum terrifiant. Il pensait m'avoir fait peur. Il pensait qu'il lui restait encore des cartes à jouer. J'ai attendu que ses feux arrière disparaissent dans l'obscurité. Tu as eu ça, ai-je demandé sans me retourner. Arthur Peneligon s'est levé du box derrière moi. Il s'est approché, tenant un petit enregistreur numérique. Il a appuyé sur un bouton, et la voix de Caleb, claire et indéniable, a résonné. J'ai déplacé 2 millions de dollars vers un portefeuille crypto personnel. Clair comme de l'eau de roche, a dit Arthur, sa voix grave. Admettre la confusion de fonds et le détournement. C'est une peine minimale obligatoire de 10 ans, à peu de choses près. Il pense qu'il a jusqu'à mardi, ai-je dit, me levant et lissant mon manteau. Il ne l'a pas, a répondu Arthur. Je ferai livrer ceci au procureur de district et aux associés principaux de Bramwell et Kersey à 8 heures ce matin. Ils bloqueront les comptes avant même qu'ils ne puissent essayer de trouver des gens pour arranger ça. Bien, ai-je dit. J'ai regardé par la fenêtre le parking vide. Caleb Vance venait de signer son propre arrêt de mort,
et il l'avait fait en essayant de me convaincre qu'il était un survivant. Allons-y, Arthur, ai-je dit. Nous avons une audience à laquelle assister. Le lundi matin est arrivé avec la lourdeur d'un cortège funèbre. Le ciel au-dessus de Baltimore était d'un violet meurtri, menaçant d'un orage qui n'a jamais tout à fait éclaté, reflétant l'atmosphère à l'intérieur de la salle de conférence aux parois de verre de Bramwell et Kersey. Ce n'était pas une salle d'audience, mais cela ressemblait à une chambre d'exécution. Caleb Vance était assis à l'extrémité de la longue table en acajou. Il ressemblait à un homme qui avait vieilli de 10 ans en un seul week-end. Son costume, habituellement impeccable, était froissé au coude, sa cravate était desserrée, et ses yeux passaient nerveusement des visages des personnes qui l'entouraient. À sa gauche se trouvaient les 3 associés principaux de son cabinet, des hommes qu'il avait autrefois idolâtrés et essayé d'imiter. À sa droite se trouvait le comité de discipline du barreau de l'État, qui avait convoqué une session d'urgence en raison de la gravité des allégations. Et à la tête de la table, flanqué d'Arthur Penaligon et de la nouvelle équipe de surveillance de l'entreprise du Northwind Counsel Group, j'étais assise. Caleb m'a regardé, s'attendant à de la colère. Il s'attendait à l'épouse bafouée. Il ne comprenait pas que j'avais laissé ce rôle derrière moi il y a des jours. Je n'étais pas là en tant que son épouse. J'étais là en tant qu'actionnaire majoritaire de l'entité qui possédait sa carrière. Commençons, a dit l'auditeur principal de Northwind, ouvrant un épais classeur. Nous sommes ici pour aborder le statut d'emploi immédiat et la licence de Monsieur Caleb Vance suite à des rapports crédibles de fautes graves. Caleb s'est raclé la gorge, sa voix fine et fluette. Je m'oppose à la présence de Mademoiselle Halstead. C'est un conflit d'intérêts. Elle est une partie hostile dans une procédure de divorce personnel. Mademoiselle Halstead est la présidente du trust de surveillance, a répondu calmement Arthur. Elle est la seule personne dans cette pièce ayant l'autorité de décider si ce cabinet est liquidé ou sauvé. Votre objection est notée et ignorée. Les preuves ont été présentées avec une précision chirurgicale. Ce n'était pas un débat. C'était une autopsie. D'abord sont venus les journaux du serveur. Le directeur informatique a projeté la chronologie sur l'écran intelligent au mur. Elle montrait l'accès non autorisé au lecteur des associés. Elle montrait le téléchargement de la liste des clients Henderson. Elle montrait la tentative d'effacer les journaux, une tentative qui a échoué parce que le système avait été mis en miroir sur un serveur hors site sécurisé au moment où l'acquisition par ma société a commencé. Vous avez volé des données confidentielles, a dit l'un des associés principaux, regardant Caleb avec une profonde déception. Vous alliez vendre nos clients à un concurrent? Je ne faisais que sauvegarder mon propre travail, a menti Caleb. Mais la sueur sur son front l'a trahi. Point suivant, a dit l'auditeur. Le compte séquestre Rirdon. Un halètement collectif a parcouru la pièce alors que les relevés bancaires étaient affichés. 2 millions de dollars transférés d'un compte en fiducie de clients vers un portefeuille d'échange de crypto enregistré au nom de Caleb Vance. Je peux expliquer ça, a dit Caleb, se levant, les mains tremblantes. C'était un problème de liquidité temporaire. Les fonds sont en transit. Ils seront de retour demain. Nous avons vérifié le portefeuille ce matin, a dit l'auditeur, sa voix plate. Le solde est de 0. L'argent a disparu, Monsieur Vance. Caleb s'est affalé sur sa chaise. Il a regardé Gordon Slatt, qui était assis silencieusement dans le coin. Gordon, a plaidé Caleb. Dis quelque chose. Dis-leur le stress que j'ai subi. Gordon Slatt s'est levé. Il a boutonné sa veste et a pris sa mallette. Je me retire en tant que conseil, a dit Gordon. Il n'a pas regardé Caleb. Il a regardé le comité de discipline. Je ne peux pas représenter un client qui a commis un parjure en ma présence et qui s'est engagé dans le vol de fonds de clients. Je suis éthiquement tenu de le signaler moi-même. Gordon, non, a crié Caleb. Tu ne peux pas me laisser. Je suis déjà parti, a dit Gordon, sortant de la porte. Le silence qu'il a laissé derrière lui était assourdissant. Nous avons une dernière preuve, ai-je dit. J'ai fait signe à Arthur. Il a placé l'enregistreur numérique au centre de la table et a appuyé sur lecture. Le son du restaurant a rempli la pièce, le cliquetis des couverts, le bourdonnement du réfrigérateur, puis la voix de Caleb, claire et arrogante. J'ai déplacé 2 millions de dollars vers un portefeuille crypto personnel. Je les ai juste déplacés au mauvais endroit. C'est une erreur bancaire. C'est tout ce que je leur dirai. L'enregistrement s'est terminé.
Le chef du comité de discipline du barreau a fermé son dossier. Il a enlevé ses lunettes et s'est frotté l'arête du nez. Monsieur Vance, a-t-il dit, en 30 ans de pratique, j'ai rarement vu un cas d'autodestruction aussi complet. Votre licence pour pratiquer le droit dans l'État du Maryland est immédiatement suspendue en attendant une audience formelle de radiation. Nous transmettons les preuves de détournement de fonds au bureau du procureur de district. Vous devriez vous attendre à être placé en garde à vue dans l'heure. Vous ne pouvez pas faire ça, a crié Caleb, la panique prenant finalement le dessus. Je suis un associé. J'ai rapporté des millions à ce cabinet. Vous êtes viré, a sèchement répliqué l'associé principal, avec effet immédiat. Et nous effaçons votre nom de chaque dossier. Vous n'avez jamais travaillé ici. La porte s'est ouverte et Madison Price est entrée. Elle était escortée par un agent de sécurité de l'entreprise. Les yeux de Caleb se sont illuminés pendant une fraction de seconde. Madison, dis-leur. Dis-leur que je ne t'ai jamais dit de rien supprimer. Madison s'est arrêtée au bout de la table. Elle a regardé Caleb, recroquevillé sur sa chaise, dépouillé de son pouvoir et de sa dignité. Elle m'a regardé, assise à la tête de la table. Je témoigne en vertu de la clause de protection des lanceurs d'alerte, a dit Madison, sa voix stable. Caleb m'a ordonné de détruire les fichiers dimanche soir. Il m'a dit que si je ne l'aidais pas, il ruinerait ma carrière. Il a dit qu'il avait besoin de la liste des clients pour faire chanter les nouveaux propriétaires. Traîtresse, a crié Caleb en se jetant en avant. L'agent de sécurité est intervenu, le repoussant sur sa chaise. Je ne suis pas une traîtresse, a dit Madison, les yeux froids. Je suis juste la personne que tu pensais assez stupide pour sombrer avec ton navire. Je ne le suis pas. Elle s'est retournée et est sortie. C'était fait. La carrière qu'il avait bâtie sur des mensonges était en poussière. La réputation qu'il chérissait était détruite. Il faisait face à la prison, à la faillite et à l'humiliation publique. Caleb était assis là, respirant lourdement. Il a levé les yeux au plafond, puis a lentement baissé son regard vers moi. Ses yeux étaient remplis d'un mélange toxique de haine et de confusion. « Es-tu heureuse » a-t-il murmuré. « C'est ce que tu voulais ? Tu as gagné, Chloé. Tu es la milliardaire. Tu as écrasé le petit. Vas-tu faire un discours maintenant ? Vas-tu me dire à quel point tu me détestes ? » Je me suis levé. La pièce est redevenue silencieuse. Tout le monde attendait le coup de grâce. Il s'attendait à ce que je crie. Il s'attendait à ce que je me délecte de sa destruction. J'ai regardé les associés principaux. Messieurs, ai-je dit, ce cabinet est maintenant sous l'égide de H. Halstead Sovereign. Mon premier décret exécutif concerne le personnel. Caleb a froncé les sourcils, confus. Les assistants juridiques, les assistantes administratives et le personnel de soutien qui ont été intimidés ou contraints par Monsieur Vance ne doivent pas être pénalisés, ai-je poursuivi. J'établis un fonds de défense juridique pour tout employé qui a été forcé d'être complice de sa fraude. De plus, le client dont les fonds ont été volés sera remboursé immédiatement sur la réserve d'assurance du cabinet, plus les intérêts. Nous ne laisserons pas une famille innocente souffrir à cause de la cupidité d'un seul homme. Je me suis tourné vers le sténographe. Que le procès-verbal indique, ai-je dit clairement, que cette action n'est pas une vengeance personnelle. Ce n'est pas le résultat d'un divorce. C'est la conséquence d'un choix éthique. Monsieur Vance n'a pas été détruit par une ex-femme riche. Il a été détruit par son propre refus d'être un être humain décent. J'ai pris mon portefeuille. Je n'ai pas regardé Caleb. La réunion est levée. J'ai marché vers la porte. Chloé, a crié Caleb. Sa voix était fêlée, brisée. Chloé, attends. Regarde-moi. J'étais ton mari. Je me suis arrêté. Ma main a plané sur la poignée de la porte. J'ai tourné légèrement la tête, juste assez pour le voir du coin de l'œil. Tu n'as jamais été mon mari, Caleb, ai-je dit doucement. Tu n'étais qu'un homme amoureux d'un reflet dans le miroir. Et maintenant, le verre est brisé. J'ai ouvert la porte et je suis sorti. Je ne l'ai pas claqué. Je l'ai simplement laissé se refermer derrière moi. À l'intérieur de la pièce, Caleb Vance se tenait seul au milieu de la pile de documents incriminants. Il était entouré de gens qui le respectaient autrefois mais qui le regardaient maintenant comme s'il était un étranger. Et dans ce silence, la réalisation la plus cruelle de toute l'a finalement frappé.
Il a réalisé que je ne l'avais pas détruit pour prouver que j'étais puissante. Je ne l'avais pas détruit parce que j'étais en colère. J'avais simplement cessé de le soutenir. Il avait passé 3 ans à penser qu'il était le géant et que j'étais la fourmi. Il avait passé 3 ans à penser que je n'étais rien. Et parce qu'il était si occupé à me mépriser, il n'a jamais vu la falaise vers laquelle il marchait. Il avait signé sa propre condamnation le jour où il a décidé que la gentillesse était une faiblesse et que sa femme était jetable. Il avait raison sur une chose, cependant. Il était enfin seul au sommet de son propre monde, un roi d'absolument rien. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire. J'aimerais savoir d'où vous écoutez, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et à partager vos réflexions sur le sort de Caleb. Si vous avez apprécié cette histoire, veuillez vous abonner à la chaîne Olivia Revenge Stories, aimer la vidéo, et appuyer sur ce bouton j'aime pour aider cette histoire à être entendue par encore plus de personnes.